Rami Jargeau, bienvenue sur Ça se passe. Salut, ça va bien, Frank? Ça va bien, je suis content de te voir. Ah oui, merci de m'accueillir. Première fois qu'on se voit en vrai. Yes, sir. On s'est vu sur des webcams. La première question que je pose aux guests, c'est tout le temps la même. Te rappelles-tu comment on s'est connus? Ouais, en fait, c'est un de mes bons amis, Philippe Lehoux, que tu connais aussi, que tu as eu sur le pod aussi. Oui. Il m'avait parlé, nous, on se voit de temps en temps, on lunch ensemble, tout ça, on parle, ça de mes amis, mais on parle aussi de business. OK. Puis il m'avait parlé un peu de toi, ce que tu faisais. C'était peut-être plus dans tes débuts, là. Ouais. Puis, Avec Ça se passe? Ouais. 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 Puis on s'est échangé une couple de courriels, d'ailleurs. Comment tu l'as connu, Phil? Secondaire. Ah, OK, Ouais. fait que c'est Ouais. way back. Là. Ouais, on allait au secondaire ensemble. D'ailleurs, sur tes invités, il y a aussi Francis Robichaud de Lime. Ouais, Qui ouais, nice. J'étais un petit barbecue. D'ailleurs, merci beaucoup à Missive, un petit barbecue la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais, puis j'ai vu les gars. Fait que c'est j'ai vu cool. une couple de gars de secondaire et de filles. Fait que c'était comme des retrouvailles un peu d'avance. C'est nice. Cool. Tu jouais-tu, mettons, au rugby avec? En fait, j'ai tenté de jouer au football avec, mais en secondaire, j'ai pas une grande shape encore, là, mais en secondaire, j'étais pas très costaud. Fait que donc, j'étais pas le meilleur au foot. On va dire ça comme ça. Je tiens à te dire merci. T'es le premier guest on est au combienième, mais c'est genre 94, je pense, à m'amener un cadeau. Man, je suis tellement stoked d'avoir une nouvelle tasse à café puis d'autres gear un peu. Fait que tous les autres guests qui écoutent, prenez des notes. Rami, écoute, ça me fait plaisir. Puis, d'ailleurs, je remercie Jean-François Marchand qui m'a aidé là, à concocter tout ça pour ton toi. collègue que, yes, sir, que j'ai vu dans marketing. un event, Ça se passe aussi. Rami, je demande tout le temps au monde de se présenter un petit peu là, juste comme un background rapide, académique, professionnel, pour qu'on ait une idée de t'es qui. Ouais, 100%. Fait que Rami, avec mon nom, tu devines, je viens pas du fond de la Beauce. Donc, origine du Moyen-Orient, ma mère est égyptienne, mon père est syrien. Ça fait très longtemps qu'ils sont au Canada. J'étais arrivé au Canada quand j'étais tout petit. Grandi à Sainte-Foy, grandi à Québec. Toujours été dans le monde. J'ai toujours aimé toucher un peu à tout ce qui était geek quand j'étais jeune. Je codais des petites pages web en HTML. Je faisais des pranks à mon père en QBasic là, quand il voulait cliquer sur Nikon. Ton père était-tu en tech aussi? Non, pas en tout. Pas en tout. Fait que tu prankais le family computer. Exact. T'as tout compris. Puis, c'est ça. Donc, ensuite de ça, j'ai grandi à Pointe-Sainte-Foy. Je suis allé au Cégep Sainte-Foy, Sciences pures, parce que tu veux te garder toutes les portes ouvertes classiques. Université génie électrique. Donc, la raison pourquoi je suis allé en génie électrique, c'est que j'étais vraiment passionné par tout ce qui était logiciel, mais je connaissais pas le hardware. Puis ça m'a toujours... Tu voulais? Ouais, je voulais connaître le hardware. OK. Moi, à l'époque, c'était le début de génie logiciel. Il y avait génie informatique, mais je comprenais pas bien là. C'était quoi la différence entre génie logiciel, génie informatique, génie électrique. Puis étant vraiment un peu passionné par matérialiser des produits, je trouvais que le hardware était manquant. Puis je voyais qu'en génie électrique, je pouvais aller prendre des connaissances là-dessus. Ce que tu dis, ça me fait penser à quel point l'opacité du marché du travail est forte quand il faut que tu décides dans quoi tu veux étudier. Moi, les choix que j'ai faits pour aller à l'université, man, ça a été de la luck que je me ramasse en web, en startups puis en SaaS. Puis tu dis ça, genre génie ABC. Même chose, genre j'ai comme l'impression que c'est tellement un gamble, genre, étudier aux études supérieures. Mais grosso modo, t'as enjoy, t'as pas regretté. Aujourd'hui, je veux dire, You Go Work, on va en parler. Ça doit te servir big time. First thing first, j'ai rencontré Philippe Beauchamp, qui est mon co-founder, puis avant tout, qui est mon pote. C'est mon ami d'enfance. À l'Uni. On s'est rencontrés première journée à l'initiation, autour du feu. L'initiation de génie. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais... On se fera pas comme ça. Exact. À l'époque, ça n'existait pas. Puis, c'est ça, tu sais, fait qu'avec Phil, on s'est vraiment bien adonné. Puis la raison pourquoi on s'adonnait vraiment bien, directement depuis le bac, c'est parce que Phil, lui, tu vois, c'était comme un peu mon alter ego. Là. Lui, il était vraiment très, 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 très fort en électronique. Puis le software, ça n'est plus au nez. Fait que là, moi, j'étais comme là, oh, dude, attends un peu. Là, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Puis là, tu sais, je vais aller tantôt dans la genèse de You Go Work, là, mais tu sais, en gros, on a fait plein de projets ensemble. Puis on a un jour fait un projet qui va devenir You Go Work. Là. OK. Fait que, passe-moi un ou deux de ces projets-là en rafale. J'ai une idée de comment vous avez comme fucké around dans l'entrepreneuriat. Dans le fond, tu sais, deuxième année de bac, tu sais, t'as le choix.
Puis là, ça, on parle de 2004. Là. Ouais. Fait que ça fait quand même un petit bout, ça fait fait 20 quoi, ans. t'as 37? Je vais avoir 40 cette année. Tu vas avoir 40 cette année? Ouais. Wow, okay. T'as l'air plus jeune. Merci. Ding! Je le garde en forme. Mais d'ailleurs, Phil aussi. Et tous les autres gars qui attendent, c'est toute ma promo. Puis, son deuxième année de bac, ben, tu essaies de pogner des stages. Ça. À l'époque, à l'Université Laval, il n'y avait pas de programme collaboratif comme à Sherbrooke, tout ça. Donc, il fallait nous-mêmes trouver nos stages. Ouais, c'est ça que tu as fait. Puis, fait qu'on avait fait un genre de bateau solaire pour un prof, tu sais. OK, Chris. Ouais, fait que, en 2004, ben ça, c'était en 2005, c'est pas encore très, très, très populaire, mettons, là. Je te dis pas que c'est le produit le plus malade qu'on a fait, mais tu es en deuxième année de bac, tu vois une autre voie, mettons, que la voie classique d'aller faire un stage chez Hydro-Québec. Ouais. C'est quand même cool. Après ça, autre projet qu'on a fait, c'était notre projet de fin de bac. En 2007, à l'Université Laval, il y avait un groupe qui s'appelait le projet Ozone. OK. Puis ça, le but, c'était d'électrifier un char. OK. Mais aujourd'hui, ça a l'air ridicule. Mais nous, quand on l'a fait en 2007, puis on est allé au Salon de l'Auto de Québec puis de Montréal montrer ça, tout le monde nous disait que c'était impossible d'électrifier un char. Ça se peut pas. Tu peux pas faire ça. Ah ouais, c'est fucking fait. Ouais. Ça fait pas longtemps. Il y a 100 ans. Non. Ici, c'est genre, il y a 15 ans. Oui, exactement. Exact. Malade. Puis est-ce qu'à travers ces projets-là, où est-ce que Phil Beauchamp était impliqué, puis toi, tu as pu valider la complémentarité dont tu as parlé plus tôt? Ah oui, 100%. OK. Ah oui. Fait que t'es comme un niveau de confiance qui s'est construit, j'imagine. Ouais, non, écoute, j'ai passé tellement de temps avec Phil. Là, à mon mariage, Phil, il a fait un speech à ma femme pour lui prouver mathématiquement qu'elle passera jamais autant de temps avec moi qu'on ne passait ensemble. C'est fort. Ouais, c'est quand même fort, là, tu sais. Comme je te dis, on est vraiment des buddies, on a du fun, on bâtit ça ensemble. Je vais beaucoup parler aussi de l'équipe là, pendant le pod, fait que je veux pas aller trop loin. Mais... Ben oui, c'est good. Ben dis-moi, You Go Work, ça mange quoi en hiver? Genre le elevator pitch un petit peu? Ouais, ben écoute, nous, ce qu'on fait, c'est des batteries pour les lifts, pour les chariots élévateurs. Fait que c'est vraiment plate. C'est pas très sexy. C'est pour ça qu'on passe jamais dans les... On passe rarement dans les médias parce qu'on fait pas, mettons, des bus, des skidoo, des voitures, tout ça. Nous, on est vraiment très, très, très concentrés. Mais l'avantage qu'on a, c'est que c'est un marché qui est déjà électrique. Fait que, comme je te disais, nous, on a starté ça, mettons, 2012-2014. Okay. À l'époque, Tesla, c'était un start-up. 2007, impossible de faire un char électrique. 2012, Tesla, c'est un start-up. Ça, juste pour remettre en perspective, là, tu sais. Les doutes de toi, de vos investisseurs, du marché devaient être plus élevés, mettons, pour la perspective dont tu parles. Puis, oui, mais, excuse-moi de te couper, mais le marché, c'est ça qu'on a trouvé fou, c'est que le marché du lift électrique, il était déjà électrique. Parce que c'était comme économiquement plus viable d'équiper les chairlifts, pas les chairlifts, les forklifts, avec des batteries électriques. Parce que tes tomates là, que tu touches au IGA puis au métro, là, ils peuvent pas être transportés dans un centre de distribution par du gaz. En tout cas, pas en Amérique du Nord. OK. Fait que t'avais comme une pression de l'industrie qui a façonné un peu comment tu propulses ces machines-là. Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que nous, on développait un peu, tu sais... fait que là, la question, c'est qu'est-ce que You Go Work? Là? Donc, c'est des batteries pour les chariots élévateurs dans un marché qui était déjà électrique. Dans un chariot élévateur, tu as un trou. Fait que tu peux mettre une batterie dedans. Fait que ça, c'était super intéressant. Fait que tu sais, You Go Work, c'est ça qu'on fait. Puis nous, on utilise des technologies au lithium. Ouais. Fait que ce qu'on fait, c'est on fait des batteries au lithium pour les chariots élévateurs qui sont distinguées de toute la compétition. Mais là, explique-moi pourquoi tu es sur Ça se passe. Explique-moi la partie logicielle. Ben, c'est parce que justement, on a 3 différenciateurs. Le premier, il est physique. Fait que c'est vraiment, on a simplifié l'infrastructure de recharge. OK. Fait que nous, derrière You Go Work, là, on croit à la simplicité. Fait que la première, c'est physique. La deuxième, c'est software. Exact. Fait que dans le fond, notre produit, là, une batterie, là, c'est juste le début de l'expérience. OK. Et ça fait que finalement, quand tu mets une batterie You Go Work, c'est un peu comme, je sais pas si c'est un iPhone, là, mais c'est un peu comme tu achètes un iPhone, là, ben après ça, tu ouvres ton iPhone, tu as les apps. Là. Ben là, ce qu'on développe puis ce qu'on pousse de plus en plus, c'est toute la plateforme software qui va venir gérer puis optimiser les flottes de nos clients puis les aider. C'est ça, fait que tu as une couche logicielle. Une couche énorme logicielle. Quasiment 50% de notre staff, c'est des ingénieurs. Fait qu'on pousse la R&D comme des fous. Là, nice. On est un peu moins que 100 employés en ce moment. Là-dedans, il y a 10% qui sont software. Nos clients sont comme là, attends un peu, là.
Tu me dis que tu fais des batteries pour les lifts, puis tu as 10 software engineers, puis un mathématicien à te donner, tu sais, what the hell, tu sais, what's going on, guys? Puis là, quand ils comprennent l'expérience YouGoWork, que finalement, la batterie, c'est rien dans l'équation, ben là, ils catchent pourquoi est-ce qu'on investit tout ça, puis pourquoi on fait ça, tu sais. Nice. Puis là, tu avais dit qu'il y avait comme trois piliers. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le Energy as a Service. Fait que ça, c'est un modèle d'affaires. Energy as a Service. Energy as a Service. OK. Fait qu'au lieu d'être Software as a Service, c'est du Energy as a Service. OK. Puis l'intention du business model du Energy as a Service, finalement, c'est que justement, tu sais, la batterie, au lieu de l'acheter, tu souscris à une mensualité d'énergie. Puis nous, on fait une gestion complète de l'écosystème holistique d'énergie, dont la batterie de forklift, mais beaucoup plus grâce au software qu'on appelle YouGoPilot. Fait que moi, la job de acheter des batteries, charger des batteries, monitorer, mettons, leur niveau d'énergie, j'aurais pas à le faire si je souscris au Energy as a Service? Ben, tu sais, dans tous les cas, avec YouGoWork, nous, on va s'arranger pour que ton expérience, donc toi qui es un logiciel... Ouais, toi, tu fais des pneus. Dans la vie, tu fais des pneus. Okay. C'est ça que tu fais. C'est bon. T'en fais des millions par année. Okay. Puis là, tes pneus, il faut que tu les bouges. Ouais. Bon. Fait que pour les bouger, tu n'as pas le choix d'avoir un matériel qui s'appelle un chariot élévateur. Ça te fait pas plaisir d'avoir ça. Là. Tu l'as parce qu'il faut que tu bouges tes pneus. OK. Puis tes pneus, en plus de ton chariot élévateur, en plus de ça, il est propulsé par une batterie électrique. Got it. Ça non plus, ça me fait pas plaisir? Ça non plus, ça te fait zéro plaisir d'avoir ça. Pourquoi ça me fait parce que YouGoWork est né de pain clair de nos clients. Okay. Puis nos clients, il y avait des pains qui les faisaient beaucoup, beaucoup souffrir. C'est ça qu'on vient résolver avec notre technologie. T'sais. Ça ne fait pas plaisir parce que si ta batterie est down, ton lift est down. Si ton lift est down, tu ne sais pas de pneus. Si tu ne sais pas de pneus, tu ne fais pas de cash. C'est bon. Ah, man. J'adore tellement comment tu as décrit la chaîne d'interaction puis de valeur. C'est dead simple. J'adore ça. Donne-moi une couple de chiffres sur la compagnie YouGoWork pour qu'on ait une idée de son ampleur, son existence. 100%. Fait que YouGoWork, c'est Phil puis moi qui a parti dans un salon à l'Université de Sherbrooke. Fait que c'est un spin-off de l'Université de Sherbrooke. OK. On avait à peu près 250 piastres chaque. Fait que tu as fait la maîtrise là-bas, dans le fond? Oui, ça? Correct. Okay. Correct. J'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval, pardon. J'ai rencontré Phil. Puis vous avez fait... Après, on est allé travailler dans l'industrie pendant 4 ans. Oh, OK. Puis là, tu sais, quand on travaillait un peu dans l'industrie, on faisait quand même des petits side projects parce que, tu sais, c'était... Dans le fond, on travaillait pour un turbinier de hydroalternateur. Fait OK. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ben, mettons, tu sais, là, les barrages hydroélectriques là, que tu as dans le nord du Québec. Bon, mais là-dedans, ce qui crée l'électricité, c'est un groupe turbine alternateur. Okay. Ça, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans qui fabriquent ça. Fait que est-ce que vous travaillez à la même place? Oui. Fait que vous êtes vraiment suivi. Ouais. En fait, l'histoire, c'est Phil, il a fait un stage là-bas. Puis là, ça, la job était à Sorel. OK. Puis là, lui, ça y tentait zéro d'aller à Sorel tout seul. Fait qu'il voulait y aller avec son buddy. Fait qu'il m'a dit, il recrute plein d'ingénieurs, vas-y, tout ça. Puis là, moi, j'étais là, ah non, je veux pas aller à Sorel. Là, Sorel, c'est pas chill. Puis tu sais, mon père qui a vécu dans plein de places sur la planète pour, tu sais, qu'on arrive là, moi puis ma soeur au Canada de ça, il m'a regardé avec des yeux, puis il était là, puis il m'a dit « C'est pas chill. » T'es comme là, Dahran, tu penses que c'est chill? Tu vas passer l'entrevue, jeune homme. Puis après ça, j'étais allé passer l'entrevue. Une place en Syrie, ça? Je sais pas c'est où. C'est genre une place dans le golf que lui a travaillé. Fucking hardcore. Qui fait chaud. J'étais là, OK. Bref, c'est quand même drôle. Là, je suis allé passer l'entrevue. Finalement, j'ai découvert une gang exceptionnelle. J'ai eu vraiment du fun. Ça m'a aussi, ça m'a beaucoup forgé, comme jeune adulte qui sort de l'université. Ça m'a donné des bases. Des bases professionnelles. C'est intéressant, ça, man. Puis c'est ça. Puis bref, fait que j'étais coloc avec Phil. Aujourd'hui, combien d'employés? 100 employés. 100 employés? Ouais. Puis vous l'avez fondé quand? En 2014. En 2014. Ouais. Fait que là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. Pile. L'avez-vous célébré, votre 10 ans? On va le célébrer là parce qu'officiellement, on est fondé le 1er janvier 2015. Got it. Mais, mettons, on a lâché nos jobs de Sorel en 2012 pour aller faire des maîtrises à l'Université de Sherbrooke sur des projets de maîtrise qui allaient devenir un jour YouGoWork. OK. Laisse-moi... parfait. On repick back up direct là. Ça, c'est excellent. Qu'est-ce qui fait que tu retournes en maîtrise? Tu te dis, mon chemin vers l'entrepreneuriat avec mon pote passe par la maîtrise ou juste... ma job... Pourquoi tu es retourné en maîtrise? C'est vraiment une bonne question. En fait, nous, Phil puis moi, ce qui nous habite, c'est, dans le fond,
on n'aime pas le statu quo, puis on veut changer les choses. On veut changer les choses de manière profonde, puis on voulait que ça soit en technologie. Parce que plein de fois, je dis à Phil, honnêtement, on va pas genre... Puis, no disrespect à ceux qui font ça, là. Mais on va pas se partir un gym, prendre des prépaiements, partir un gym, puis après ça, en prendre d'autres, puis là, faire un subscription, il faut que tu payes plus cher pour prendre ta douche. C'est pas ça qui m'intéresse. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de la technologie. Puis, on est des gars de hardware. On est des geeks, dans le fond, on est des geeks de batterie, on est des geeks de génie électrique. Puis on a trouvé, finalement, on a trouvé un peu par hasard, là, c'est ça l'histoire, par hasard, un marché qui souffrait énormément. Là. Fait que, comme on voulait... Fait que l'histoire, c'est que moi, j'ai revu un prof de l'Université Laval qui nous connaissait, dans le coin peut-être de 2011, au mariage d'un de mes super bons amis, qui a fondé... Lui aussi était dans le projet Ozone avec nous. Et lui, il a fondé une compagnie aujourd'hui qui doit avoir 500 employés. Ça s'appelle Flow, c'est les bornes de recharge de véhicules électriques. Bon, Louis, c'est un de mes super bons potes. À son mariage, j'ai revu un prof. Puis là, le prof, il est venu me voir. Puis il m'a dit, écoute, Rami, es-tu toujours avec Philippe? Puis je dis, ouais, on habite à Sorel. Cool job de jeune ingénieur, prometteur. J'ai un raise de salaire. Puis là, il était là, ouais, mais tu sais, votre passion entrepreneuriale, j'étais là, ouais. Effectivement, tu as raison, mais tu sais, j'y expliquais que dans le fond, le soir et week-end, on gossait des prototypes. On avait gossé un petit prototype pour quelqu'un qu'on avait vendu, qui avait revendu ça, lui, à Hydro-Québec, je pense, pour charger des batteries dans le Nord. Ça n'a pas rapport avec Hugo Work, charger des batteries dans le Nord. Fait que, on taponnait encore parce qu'il nous manquait ça. Là, on était plus des ingénieurs de projet, finalement. Là. Puis, tu sais, le domaine hydroélectrique, c'est une vache à lait. Là. Fait que, tu ne vas pas aller changer. Tu sais, l'innovation est acceptée, mais tu ne vas pas innover quelque chose qui print du cash, là. Depuis 100 ans. Ouais, c'est ça. Fait que oui, il y a de l'innovation dans ce domaine-là, dans des domaines très, très, très précis, mais nous, il nous manquait un peu, nous, on appelle ça le chichi entrepreneur, ce que tu as dans le ventre, là, il manquait. Fait que, bref, de fil en aiguille, on a brainstormé un peu avec ce prof d'université-là. Puis, on a déposé un brevet sur une technologie de batterie. Puis, l'élément déclencheur, c'est que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait l'écolobus à Québec quand on était jeunes. Bon, l'écolobus, quand il montait des côtes, c'est déjà arrivé qu'il a brûlé. C'est pas drôle, je m'excuse. Nous, quand on a vu ça, avec notre bagage puis notre savoir, on a fait « ça, c'est vraiment mauvais ». Y a-t-il des gens qui ont été blessés dans cette affaire? Non. Parce que là, j'étais là, fuck, j'ai ri, man. Mais... La seule personne qui est morte va... Non, je pense pas qu'il y ait eu de blessés de ça, parce que les gens ont eu le temps d'être évacués de ça, mais déjà que nous, on prêchait un peu pour le monde du véhicule électrique, de voir ça, ça aidait personne, premièrement. Puis, deuxièmement, nous, on regarde ça avec nos lunettes de personnes quand même techniques, là, puis on fait comme ça. Pas, excuse my French, ça n'a pas de crise de bon sens. C'est pourri. Là. On trouvait ça pourri. Là. Donc là, on a brainstormé un peu sur une autre façon de faire. Puis là, on a déposé. Puis ça, on faisait ça soir et week-end, là, parce qu'on travaillait temps plein. Là, fait que juste ces soirs et week-ends, on brainstormait un peu sur comment faire ça. Puis bref, on a déposé un brevet avec l'Université de Sherbrooke sur une technologie différente. Éduque mes biais software. C'est-à-dire, pourquoi tu as besoin de déposer un brevet? Dans le hardware, tu as besoin de matériel. Le matériel coûte cher. C'est pas juste ton temps que tu libères. Tu as besoin de matériel. Puis nous, dans le fond, en déposant le brevet, on se crée une genre de voie d'entrepreneuriat technologique où est-ce qu'on savait qu'on pouvait lâcher nos jobs, une fois que le brevet était déposé avec l'université, lâcher nos jobs, faire des prototypes en lien avec le brevet en tant qu'étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, puis un jour être capable de prendre cette technologie-là qu'on imaginait à l'époque pour des bus, puis le spinner dans quelque chose, tu sais. Puis le brevet protège la copie ou est-ce qu'il fait juste rendre plus crédible, sérieux, officiel un peu ton idée? Exact. C'est les deux? En fait, un brevet, c'est bien important. Là. C'est pas un bouclier, c'est une épée. Là. Ah ouais, OK. Éduque-moi. Je connais rien, man. Si t'as des brevets, là, pis t'as pas de cash, là, ouais, OK. Tu sais, je veux dire, quelqu'un une copie, là, t'as pas une scène pour te défendre, qu'est-ce que ça va changer, tu sais. Fait que c'est une épée. Si t'as un brevet pis t'as plein de cash, ben là, tu peux envoyer des avocats pour faire comme, hey, tu infringes mon brevet puis tu vas me payer des redevances ou ben tu vas arrêter ou whatever, tu sais. OK. Fait que mais nous, c'était vraiment plus pour l'option B. C'était pour donner de la crédibilité. Parce que c'était deux jeunes, pas une scène, une idée. Ben là, quand tu as un brevet, ça amène plus de crédibilité. Après ça, tu as un prototype, ça amène plus de crédibilité. Puis là, tu es capable de builder, puis finalement de construire quelque chose. Puis pourquoi
est-ce que tu devais, ou peut-être tu devais pas, mais pourquoi tu as décidé de passer par l'Université de Sherbrooke pour kickstarter un petit peu You Go Work puis travailler sur cette... Oui, c'est une bonne question. Ben, premièrement, parce que étant étudiant à la maîtrise, ça nous donnait un petit revenu qui nous permettait quand même de travailler. Je savais même pas ça. Ouais. Ben, c'est pas toutes les maîtrises qu'il y a ça, là, mais en génie, typiquement, tu es capable d'avoir des bourses de maîtrise. Fait que t'es pas riche, là. Mais t'es pas starving. Tu payes ton appart, puis peut-être quelques pots de beurre de pinot, là, tu sais. C'est le genre. Mais tu sais, au moins, tu sais, c'est ça. Fait que ça nous permettait de libérer tout notre temps parce que finalement, nous, on avait une bonne idée pour régler le problème de l'école au bus, là, entre guillemets, mais on n'avait pas d'argent. Fait que quand t'as pas d'argent, ben il faut que tu mettes du temps. Ouais, exact. Puis là, on a mis du temps, mais on n'avait pas un autre business là, où, ben, tu sais, on n'avait pas genre des fonds infinis qui pouvaient venir subvenir à nos besoins. Fait qu'en faisant le twist de la maîtrise, ben, ça nous donnait une bourse qui nous permettait de survivre. Ça nous donnait 2 ans. Puis probablement que vous avez été juste plus comme ingénieur universitaire, vous avez été exposé plus au chemin et aux possibilités qui viennent d'un institut académique comme l'université que lever du cash. Genre, mais bien plus fou que ça, là. On a trouvé... Fait que, tu sais, les co-founders, c'est Phil puis moi, tu sais, Phil, mon pote, ça. On est les co-founders qui ont pris les risques d'affaires, tout ça, mais nous, on se considère comme étant 4 fondateurs parce qu'il y a Marc-Olivier Lacerte puis Gabriel Pouliot qui sont encore aujourd'hui avec nous, qui sont actionnaires aussi dans le business, qu'on a trouvé à l'Université de Sherbrooke. Parce que finalement, quand on est arrivé là, on a juste vu les 2 meilleurs ingénieurs de l'université puis on a fait, les gars, on veut travailler avec vous, tu sais. Ouais, fait que t'as comme une... vu que t'es genre aux études supérieures, même à la maîtrise, tout ça, t'as comme un filtre à talent qui a été appliqué déjà sur le monde autour de toi. Clairement. Mais ça veut pas nécessairement dire que ce monde-là sont entrepreneurial puis genre tolérants au risque. Ouais. Ça veut juste dire que c'est des têtes. Genre. T'as 100% raison. Tu sais, c'est tellement vrai ce que tu dis qu'il y a même dans les écosystèmes universitaires, ce qu'on appelle des accélérateurs, des incubateurs. Oui, à Sherbrooke, il y en a plein en plus. Ben, nous, on a fait partie de la 2e cohorte de l'ACET, là, qui est l'accélérateur de création d'entreprises technologiques, si je ne me trompe pas. Puis, Ghislain Goulet, qui est le CEO. À l'époque, c'était pas le CEO, mais Ghislain Goulet nous a aidé à monter notre pitch pour la bourse Pierre Péladeau. OK. La bourse Pierre Péladeau, ça, c'est une distinction qui est donnée par Québécois à chaque année à des projets entrepreneuriaux scientifiques dans les universités. Je pense pas scientifiques nécessairement, mais des projets entrepreneuriaux dans les universités. Nice. Puis là, en 2014, on a gagné le premier prix. OK. Fait que notre compte de banque qui est passé de 300$ à 50 300$. Ce qui est quand même bien. C'est pas mal plus fun. Ouais. OK. Fait que là, quand est-ce que Est-ce que dans votre tête, là, vous avez comme vu une réalisation de notre société ou de je sais pas quelle compagnie, un peu comme littéralement pognée en feu, vous avez dit, non, on peut faire mieux. Nous, on care à propos de construire des choses dans le monde physique, mais aussi de cette propulsion énergétique-là. Tu sais. On va essayer de builder quelque chose, mais quand est-ce que le modèle d'affaires a commencé à se dessiner dans votre tête, genre de qui va l'utiliser, à qui vous allez le vendre? Tu sais, c'est une super bonne question, en fait. Puis, tu sais, pour y répondre, là, si tu permets, je continuerai un petit peu l'histoire parce que j'y arrive. Là. Vas-y, mon gars. Après Pierre Péladeau, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé une première ronde de seed. Parce parce qu'on avait besoin d'embaucher Gabriel puis Marco, qui, eux, ne pouvaient pas être sans salaire. Fait que, on pouvait les rémunérer puis on pouvait commencer à faire des prototypes. Parce que là, tu dis, on a levé une ronde de seed. Est-ce que c'est la simple réalité basique de, ben, man, si je veux produire des choses physiques, je dois acheter du matériel, le transformer, l'assembler, le shipper pour voir si ensuite, sur le marché, les gens vont vouloir acheter ça? C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. C'est qu'on peut pas... On ship pas du code. On ship un produit physique. Ouais. Une batterie au lithium, en 2015, là, ben, ta batterie en prototype, elle vaut 50 000 $. En volume de 1. C'est ça, c'est tes coûts. Là. Puis ça, c'est si t'es chanceux et t'arrives à avoir du lithium. Là. Ça, c'est une autre histoire que je pourrais te conter si on y arrive dans le pod. Là. Mais, absolument. Ouais, on ira. Mais bref, pour répondre à ta question, donc là, on est capable de lever de l'argent. Puis, comment est-ce que le monde du chariot élévateur est arrivé? C'est que quand on voulait faire la batterie pour l'école au bus, à un moment donné, il y a un mentor d'affaires qui a dit à Philippe, Phil, vous êtes des gars bien motivés, vous n'avez pas vraiment d'argent, ça ne marchera pas, là, vendre des batteries à Novabus puis à ABM. Là, trouve une niche. OK, c'est ça qui me manquait comme pièce Rami, genre. Trouve une niche. Au début, vous pensiez vendre à ces genres de joueurs-là. Exact. Fait que là, arrive... Qui, t'as dit?
un mentor d'affaires à Philippe. Là. Fait que, un peu l'écosystème, d'être bien entouré de ça. Là. Ouais. Ben, ça, c'est un mentor d'affaires à Philippe qu'il avait trouvé dans son réseau. Puis là, on était jeunes, on était à l'université. Là. Ouais. Puis il a dit, ça marchera pas. Trouve une niche. Okay. Puis là, de fil en aiguille, on entend un peu parler de OK, qu'est-ce qui utilise les batteries électriques? Là, on voit le marché du forklift, du chariot élévateur. Puis là, un autre ami, je pense encore un ami à Philippe, là, il s'appelle JP, il y a une petite entreprise de transport au Québec. On l'appelle, on lui dit hey, JP, t'as-tu ça des lifts? Il fait ben oui, j'en ai une trentaine. Comment ça marche? Je sais pas vraiment. OK, puis tes batteries là-dedans, c'est quoi? Puis encore une fois, excuse my French, j'ai dit mes batteries, c'est de la crise de merde. Fait que là, on fait comme c'est intéressant, est-ce qu'on peut venir voir? OK. Là, la validation commence là. Là, on va voir. On est à l'université, la validation commence là, on regarde ça, on voit un marché où c'est que tout ce qu'on développait dans le lab était aligné avec ce qu'on voyait devant nous. Déjà électrique. Fait que nous, on faisait ça pour un autre marché, mais là, on a pivoté à ce moment-là, si tu veux. Là. On a un peu pivoté, puis on a trouvé un bien meilleur product market fit. Puis là, la batterie, dans un forklift, il y a un trou. Fait que finalement, nous, on voyait un trou. Tandis que dans un char électrique, il n'y a pas de trou. Là. Fait que, bonne chance à aller déterrer la batterie puis en mettre une autre. Là, il y a un trou physique. Fait que le swappability ou la remplaçabilité est direct. De ce produit-là était quand même élevé. Exactement. Mais ça crée-tu aussi l'inverse? C'est-à-dire que la tienne est facilement... 100%. C'est ça. La nôtre, on peut la tasser, mais là, nous, on n'a aucun churn. Là. Ah ouais? On n'a jamais un client qui a débarqué. Mais là, t'as cet ami, connaissance-là, qui dit les batteries dans mes lifts, c'est pas yob. T'as vous autres qui viennent lever un seed, qui a des esprits d'ingénieurs, d'entrepreneurs, qui ont un prototype. Ouais. Est-ce que vous allez cogner à d'autres portes pour voir si d'autres gens qui ont des flottes de chairlift? Exactement ça. Chairlift. De forklift. Chariot élévateur. Chariot élévateur. Ouais. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a découvert ce marché-là. Puis là, lui, en plus de ça, la façon qu'il opérait, c'est avec une salle à batterie. Donc, comme il opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sa batterie, elle toffe 8 heures. OK. Donc là, il a besoin au minimum, 2 batteries par chariot pour faire la job. Donc, la première batterie toffe 8 heures. La batterie, elle pèse 1 à 2 tonnes. Fait que c'est un char, là. Là, ça te prend une grue. T'enlèves la batterie dans le chariot. T'en prends une autre qui vient de se faire charger. En fait, ça prend 8 heures à charger, puis ça prend 8 heures à relaxer, à cool down. Puis là, tu prends celle qui vient de cool down, puis tu la mets dans le lift, puis là, tu repars avec ton lift. Tout ça, ça prend 20-25 minutes. Un opérateur qui ne gagne pas 2 piastres de l'heure. Là. Ouais. Fait que, c'est très painful. Là. Les gens qui travaillent dans des entrepôts, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui travaillent dans des entrepôts, ils savent de quoi je parle. Là. Ouais. Puis, donc là, on dit, bon, mais JP, humblement, soit que tu es vraiment mauvais, soit que le marché, il y a un enjeu. Ouais, exact. Fait que là, on va voir le plus gros 3PL au Québec. 3PL, c'est Third Party Logistics. Exactement. Gros Robert. Fait que tu vois peut-être leur camion. On regarde un setup assez similaire. On va aux States. On arrive à visiter une usine aux States. On fait OK, ça va en faire. Moi, j'ai même été en Europe, en France. J'ai visité Groupe Casino. Puis c'était le même setup. Fait qu'on fait comme OK, ce marché-là, il est mondialement de même. Là. Mais là, Rami, vous êtes 2 jeunes ingénieurs fraîchement sortis de l'école ou même encore à maîtrise, je sais plus trop. Ouais, on vient. On vient de finir, mettons? Ouais, mettons qu'on l'a fini. Mettons qu'on l'a droppé. Gabriel puis Marco l'ont fini, Phil puis moi, on l'a malheureusement droppé. Mon point, c'est que vous avez pas nécessairement un énorme réseau encore. Comment tu fais pour avoir accès à Groupe Robert ou à ces autres 3PL fournisseurs-là que tu as parlé? On utilise nos contacts. Fait que, l'Asset, par exemple, c'en est un. Phil puis moi, on est quand même des gars un peu dégourdis. Fait que, moi, j'ai pas vraiment de problème à prendre un téléphone, appeler. Puis généralement, quand tu demandes de l'aide, les gens te l'offrent. Puis, je pense qu'une des caractéristiques qui nous réunit, Phil puis moi, c'est qu'on est des... Puis même toute la compagnie, on est des gens quand même humbles. On aime ça écouter. Puis généralement, quand tu demandes de l'aide puis t'écoutes, les gens y apprécient. Puis les gens aiment aider. OK. Fait que là, le Ideal Customer Profile... commence à se dessiner. Là. C'est ça. Là, on commence à avoir plus quelque chose. Fait que est-ce que tu regardes ton compte en banque puis tu te dis, pour un de ces clients-là, je peux produire assez de batteries? Est-ce qu'il faut que tu lèves d'autres cash? C'est ça. Là, on a levé notre seed là, d'à peu près 1 million. OK, c'est là que vous l'avez levé. C'est là qu'on l'a levé. Quand on avait le business... C'est pas pendant le début de la maîtrise. Là. C'est comme Pierre Pellado, c'est juin 2014, puis notre seed, c'est comme janvier 2015, tu vois. C'est bon. Ouais, fait que dans le fond, avec le prototype,
avec la reconnaissance de Pierre Pellado de 50 000, que nous, honnêtement, 50 000, on savait qu'on ne pouvait pas faire grand-chose avec ça. Fait qu'on savait qu'il fallait le multiplier. Ouais. Qu'on l'a multiplié par 20, finalement, avec du capital privé. Fait qu'on a des anges entrepreneurs qui sont encore dans notre capital aujourd'hui, qui ont investi, qu'on était à l'université. OK. Ouais. Fait que des gens qui ont cru, finalement, en 2 jeunes, puis les aides gouvernementales aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Genre par rapport à l'innovation, la techno. Ouais, Développement économique Canada, qui font un prêt, le CNRC Paris, qui paye pour du matériel des salaires. Fait que ça nous a beaucoup aidé. Je sais qu'en software, Bootstrap, c'est pas toujours apprécié, c'est pas super sexy, mais il faut comprendre en hardware, si t'as pas de cash, tu fais rien. Là. C'est vraiment différent. Là. Ouais. C'est encore drôle aussi. Là, je veux dire, je connais une chier de SaaS Bootstrap qui sont fuelés ces subventions. Ça dépend vraiment des profils aussi psychologiques des founders. Ça dépend à quel point ils ont un market fit. Ça dépend à quel point il y a des marges ou qu'ils peuvent faire. Ça dépend de plein d'affaires. Là, à ce moment-là, le software fait-tu partie de la game? Genre, est-ce que quand tu pitches à tous ces anges investisseurs-là, puis les premières personnes qui mettent de l'argent dans You Go Work, genre, vous êtes comme, nous, non seulement il va y avoir une innovation physique, mais il va y avoir une couche logicielle par-dessus? Puis la raison pour laquelle il y en avait une, c'est parce que quand on est allé la première fois qu'on est allé chez GP, là, on a vu un papier 8,5 par once de même, écrit dessus « Batterie finirait, dure 5 minutes ». Fait que là, on a comme fait « Oh! » Ça aussi, c'est pas très bon. Je pense qu'on pourrait faire mieux avec une batterie qui a littéralement un logiciel dessus puis qui peut clouder ses données. Fait que depuis notre premier prototype ever, on a toujours cloudé notre data. Puis au début, on le faisait pour améliorer le produit. Fait que t'allais analyser un peu la perf de tes batteries avec la data que t'as uploadée. Exactement. Asti, OK. Fait... Là, après, on a compris qu'on pouvait le valoriser pour les clients. C'est venu bien après dans l'histoire, là. OK. Après, genre, des années après? Après quelques années, OK. Parce qu'au début, nous, on voulait juste améliorer... Tu sais, on est des geeks, là. Au début, on voulait juste améliorer notre produit. Fait que, tu sais, tes batteries sont à Montréal, t'es à Québec. Tu veux voir ce qui se passe remote. Fait que... Puis, comment tu fais pour... en fait, laisse-moi prendre un mini pas de recul. Parce que là, le problème de propulser ces chariots élévateurs-là existait. C'était des fournisseurs de batteries, un peu des incumbents qui étaient là depuis longtemps, qui réglaient ce problème-là, mostly. OK. Fait que toi, c'est comme ça que les gens réglaient le problème. Puis y a-tu comme, mettons, j'essaie de freestyler, y a-tu d'autres manières de déplacer du matériel autre que des chariots élévateurs pour le genre de fournisseur? Oui, 100%. Premièrement, le incumbent que tu appelles, c'est des batteries au plomb, acide plomb. Okay. Donc, c'est des batteries comme... Le poids de la batterie, ça, c'est important pour le chariot élévateur parce que quand tu lèves une palette qui pèse 2 tonnes, il faut que tu aies un contrebalance. Il faut que tu contrebalances. Là. Fait que la batterie au plomb, historiquement, était tellement lourde depuis toujours que les manufacturiers de lift, ils ont designé leur lift pour le poids de la batterie au plomb. C'est bon. Fait que nous, même si notre batterie est 4 fois plus légère, il faut quand même qu'on ajoute du poids parce que, sinon, le chariot va piquer du nez. Là. Fait que, il y a un poids minimum dans le chariot. Tu ne designes pas tous les chariots. Exact. Okay. Donc, la batterie au plomb est là depuis 100 ans. Là. C'est une technologie extrêmement archaïque. Là. OK. Puis, ça fait la job. C'est comme ta batterie de char. Là. C'est comme ta batterie de char 12 volts, mais grosse, puis 48 volts. Là. D'un point de vue technique, il n'y a rien qui faisait du sens. Là. Genre, c'est du low, c'est du bas voltage, haute puissance, fait que c'est des hauts courants. Tous les chars électriques, c'est tout haut voltage, bas courant, parce que t'as moins une partie que je veux pas être trop technique, mais ça faisait pas de sens technique. Puis là, nous, on voyait ça, puis on était OK, on capotait. Là. On était OK, ce marché-là, il est électrique. Il y a ça fit avec ce qu'on a dans le lab, tu sais. Ouais, puis, fait que finalement, ça c'est le incumbent. Puis aujourd'hui, pour bouger du matériel, dépendamment de c'est quoi ton poids, aujourd'hui, en 2024, tu as évidemment beaucoup de choses automatisées. Tu as des robots. Ouais, OK. Fait que nous, on fait des batteries aussi pour des véhicules autonomes. Là. OK. Comment tu fais pour tester, tu sais, en software? Puis j'imagine qu'on pourra parler du test de software, mais comment tu fais pour tester que le lithium, là, je connais rien là-dedans, leur ami, là, fait que pardonne-moi, mais ça peut-tu, genre, péter, exploser? Le lithium? Ouais. Ben oui. OK, dis-moi, comment tu fais pour tester que les batteries que tu mets sur un chariot puis qu'il y a des gars ou des filles qui ont peur sont safe? Ouais. Ben nous, tu sais, la raison, tu sais, je te parlais un peu tantôt de nos clients. Tu sais, la taille de nos clients, c'est des énormes clients. Tu sais, mettons, un de nos clients, c'est toutes les usines Toyota en Amérique du Nord. OK. Fait que, tu sais, les usines Toyota utilisent nos produits parce qu'ils considèrent que c'est le produit le plus safe dans le marché. Tu sais, il y a plein de bénéfices, là. Évidemment, tout le monde sauve du cash avec nos produits, là, sinon ils les prennent pas, là.
Mais pour Toyota, on top de tout, c'était safety. Il y a aussi n'explose pas comme bénéfice. Bon, c'est ça. Fait que n'explose pas. Fait que pour être sûr qu'il n'explose pas, là, ce qu'ils ont fait, c'est que tu as 4 gars, je m'excuse, c'était des gars, là, 4 gars, quatre gars de Toyota qui sont venus à Québec voir notre shop. Puis là, ils ont audité notre shop, ils ont audité notre ligne, puis ils ont fait OK, c'est peut-être vraiment une petite compagnie, clairement technologique, mais ils ont le bon ADN au niveau autant du design que de la fabrication. T'sais. OK. Puis au niveau du design, comment qu'on fait, nous, on design autour, puis je sais que ça paraît un peu freak, là, mais on design autour du feu. Fait que ce qu'on fait, c'est que on découvre pas ce qui se passe quand une batterie brûle. On sait très, très bien comment une batterie brûle, puis on contrôle ça pour ne pas que ça brûle. Fait que là, ça veut-tu dire qu'il faut que tu foutes le feu à quelque part? On fout le feu à des dizaines et des dizaines de modules quand on fait des designs de prochaines batteries puis tout. On sait très, très bien comment le feu se propage parce que finalement, ce que tu veux pas qu'il arrive, c'est ce qu'on appelle un thermal runaway. Fait que moi, j'appelle ça faire le popcorn. Tu sais, là, ton popcorn, là, quand tu le mets au micro-ondes, puis tu entends le premier pop, ben là, après ça, tu sais, ça pop. Là. Parce que tu veux, là, c'est tu veux juste un pop. Puis après, ça l'arrête. Parce que si jamais, finalement, il y avait une cellule qui était défectueuse dans l'eau, pour une raison X, Y, Z, ben, tu veux pas qu'elle propage aux autres, puis qu'il crée un événement de propagation thermique. Donc, nous, dans tous nos designs, on met volontairement en feu des cellules, puis on prend la pire de toute la gang pour s'assurer qu'il y en a juste une qui pop et que toutes les autres restent dans un état safe. Tu fais ça dans quoi? Écoute, on fait ça officiellement dans des labs parce qu'on a une approbation, une certification qui s'appelle UL, CSA UL. Ça, c'est un peu comme, tu sais, sur ton power supply d'ordi, tu as des ronds, tu as plein de ronds, puis tu sais pas trop ce que ça veut dire. Là. Okay. Bon, il y en a un là-dedans, là, si tu le regardes, là, c'est écrit UL puis CSA. Puis ça, c'est pour la protection, finalement. C'est pour la sécurité de l'humain par rapport à tout ce qui est électrique. Wow. Okay. Donc, nous, on a l'accréditation. On est les premiers au Canada d'avoir eu l'accréditation UL dans notre space, tu sais. Puis ça, on fait ça dans des labs. Puis nos tests, ben, on fait ça dans nos labs. On va dire ça comme ça. C'est bon. Puis là, est-ce que tu couples... Parce que tu as dit qu'il y a quand même une partie significative de votre workforce qui est des ingénieurs logiciels. Ouais. Est-ce que tu couples tes cycles d'itération sur ton matériel physique avec tes apps logiciels, genre, ou c'est en silo? Comment ça marche? Non, c'est pas en silo. Okay. Puis c'est ça qui est super tough, c'est que finalement, ton développement hardware, il prend énormément de temps, il coûte très, très, très cher. Nous, une génération de batterie qu'on relâche, ça coûte $1 million. Là. OK, ouais. C'est ça que ça coûte, là. Puis là, je te parle pas du temps de l'ingénierie, puis tout, je te parle vraiment, le matériel, puis tout ce qu'il faut injecter, puis les tests. C'est combien de batteries, ça, mettons? C'est à peu près 3-4 batteries, mais c'est pas tant le coût des batteries. On envoie ça sur les shakers les plus gros en Amérique du Nord, puis on les shake comme des malades, genre, pour être sûr que le produit est safe, là. OK, des shakers, c'est quoi ça? C'est comme des énormes... Mettons, imagine cette table-là, là. Ouais. Mais mettons, à peu près 4 fois, comme si c'était 4 fois cette table-là. OK. Puis là, on met notre batterie qui pèse très lourd là-dessus. Puis là, on la shake avec des profils de vibration extrêmement violents, beaucoup, 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 beaucoup plus élevés que le forklift pour s'assurer que quand ça va aller dans le forklift, ça va être super smooth. OK. Ouais, c'est ce qu'on appelle du Highly Accelerated Life Testing. On forme ça, ouais. C'est insane. Fait que là, ouais, c'est ça. C'est que tu peux dev du logiciel plus vite que justement. Exact. Fait que comment l'équipe qui font du logiciel. Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup, tu sais, mettons, dans nos cartes électroniques, on a beaucoup de signaux, on a beaucoup de pièces qui sont là pour recueillir des signaux qu'on n'acquisitionne pas nécessairement, puis qu'on sait que plus tard, on va les acquisitionner pour pouvoir continuer le développement logiciel, tu sais. OK. C'est un peu comme, mettons... un peu comme, mettons, tu sais... Acquisitionner quoi, je comprends. En gros, on met du hardware en prévision de ce qu'on pense qui va être le futur du software. Asti, OK, c'est bon. Puis le software, après ça, on le développe aussi. Il y a beaucoup de couches software qui sont développées, qui sont découplées de la couche physique. Là. Okay. Mais dans la couche physique, dans nos designs, on s'arrange pour mettre beaucoup de stock pour qu'un jour, on puisse développer tout ce qui est dans nos têtes puis tout ce qu'on rêve de. Puis, mettons, là, j'ai le goût de catcher l'expérience utilisateur logicielle. Ouais. Fait que, genre, moi, je suis la personne qui... C'est quoi mon titre dans... Mettons que tu es directeur de maintenance, directeur des opérations. OK, mettons directeur des opérations dans une usine, une chaîne qui fait les pneus, comme tu parlais, puis qui doit les bouger. Ouais. J'ai quoi? J'ai une tablette, je suis à l'ordi, je suis sur mon cell. Qu'est-ce que ça me dit, l'app Hugo World? C'est vraiment une bonne question. En fait, la première chose,
Puis pour avoir parlé à beaucoup de gars de shop, là, en bon français, là, ces gars-là et ces filles-là, ils n'ont pas de temps. Là. La première chose que tu veux, là, c'est que tu veux pas leur envoyer genre un screen avec plein de données puis qu'ils comprennent rien. Là. Que ce soit vraiment simple puis vraiment clair ce qu'ils ont à faire. Okay. Fait que cette personne-là, un data qui va l'intéresser, ça va être, mettons, un SMS au bon moment pour dire Johnny sur le chariot XYZ, c'est pas plugué. Même si c'est vraiment, vraiment, vraiment simple puis vraiment, vraiment, vraiment facile de plugger YouGoWork parce que c'est tout le temps la même plug, puis on pourra en revenir, si tu veux, aux produits physiques, là, mais c'est tout le temps la même plug. On a simplifié l'expérience au maximum. Là, Tu prends une plug, t'as rentre. Là, C'est vraiment facile. Là. Mais Johnny, il l'a pas plugué. Comme il l'a pas plugué, tu vas manquer de jus à soir pour ton chiffre. Si tu manques de jus, ton lift est down. Si ton lift est down, tu fais pas de cash. C'est bon. Fait que toi, tu vas recevoir un texto ou bien sur l'app, tu vas recevoir une notification qui va dire « Va plugger XYZ » parce que c'est un break. Tu as parlé d'SMS, ça veut dire que certaines les premières versions ou certaines communications que votre app, votre logiciel passe, c'est SMS parce que les gars et filles qui travaillent là sont habitués de dealer avec du SMS, mettons? Oui, exactement. OK. Exactement. Puis, fait que ça, c'est très opérationnel, on the fly, genre au jour le jour, mais j'imagine que la quantité de données, puis... Bon, après ça, t'as... Maintenant, change de chapeau, parce que nous, on vend des gros groupes. Fait que change de chapeau, puis dis maintenant que, mettons, t'es un genre de superviseur. T'es le directeur du matériel roulant pour la même usine. Donc là, toi, tu veux savoir, j'ai-tu trop de lifts par hasard? OK. Parce que quand tu diminues le nombre OPEX, de lifts... dans le fond, tu veux... En fait, même tes CAPEX, là, un lift, ça coûte cher, puis un lift, oui, c'est un vrai, driver. Ça rentre dans cette catégorie-là. Excuse. Donc là, nous, on est capable de donner, mettons, exemple... Comment on a fait on a réduit de moitié la flotte de 150 véhicules à un entrepôt. Je ne sais pas si tu aimes le beurre de pinot, là, mais pense... Non chargé. Bon, ben en tout cas, sorry. Mais pense, mettons, à un gros producteur de beurre de pinot qui a un petit nounours sur le top. Là. Ben lui, sa plus grosse usine en Amérique du Nord est dans le coin d'Atlanta. Okay. Puis il y avait 150 livres dans cette usine-là qui déplaçait du stock. Puis grâce à Yugo Pilot, on l'a fait passer de 150 à 80 lifts. Parce qu'en déployant, il a dit « Buddy, tes lifts ne bougent pas. » Fait que Yugo Pilot, c'est la couche logicielle. Là. La couche logicielle, oui. OK. Exactement. C'est bon. Excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave. Yugo Pilot, c'est la couche logicielle. Puis les batteries, c'est YouGoWork. C'est bon. À quel point vous devez aller en entreprise, en factory ou... warehouse, c'est quoi en français, warehouse? C'est tu peux dire un entrepôt. Nous, on dit un site, un entrepôt. Site, mettons. À quel point vous devez aller sur le site pour tester le logiciel aussi, genre? Tu sais, faites-vous des genres de... Hey, on va aller checker en arrière de l'épaule du directeur des matériels roulants ou du directeur des opérations? Non? Non. Nous, c'est vraiment, tu sais, essentiellement, quand on déploie YouGoWork, on déploie en même temps la suite logicielle. Puis c'est très, très, très difficile à vendre avant d'avoir un produit déployé physiquement. Tu peux pas goûter l'expérience. Je peux tout te dire ça, là, mais tu vas être là, je comprends, là, mais tu sais... C'est dur à adopter la partie logicielle pour le monde? Non, parce que toute dans le stack de valeur, là, plus qu'on avance avec le temps, en 2014, c'était très, très difficile de faire une pile lithium, comme je te disais. LG sont venus à Québec, ils nous ont audités, on les a amenés au Vieux-Québec. Moi, j'ai fly 2 fois en Corée avec Phil pour être capable d'avoir du lithium. Là. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. Donc, le stack physique est de moins en moins valorisé, si tu veux. Puis le stack plus haut niveau, là, fait que tout le stack logiciel, c'est lui qui amène vraiment beaucoup de valeur. Là. Parce que c'est plus, comme tu dis, démocratisé, accessible de créer l'innovation physique que tu avais faite, toi, mettons. Exactement. YouGoWork est quand même très, très, très distingué. Je veux dire, quand tu vois YouGoWork, tu vois d'autres piles au lithium dans mon space, c'est 2 produits. Là, parce que physiquement, on a réussi à bien le différencier grâce à l'infrastructure de recharge. Mais ensuite de ça, quand tu viens rajouter Yugo Pilot on top, c'est pour ça que notre marketing dit « A better battery is just a start ». C'est le début de l'écosystème. Là. Puis... C'est clair? Oui. Je pense que c'est mostly clair. Je suis juste curieux de voir, tu dis que tu différencies beaucoup de par, je pense, leur capacité et tout ça, mais est-ce que le design, les batteries, là, je parle, est-ce que le design, c'est important aussi, genre le design physique, le look qu'ils ont, ou c'est comme... Non, pas dans ton industrie, j'imagine. Ça n'a pas besoin d'être... Moi, dans mon industrie, je fais sauver de l'argent au monde. Ouais. C'est ça qui compte, c'est tout. Puis pour prendre les mots d'un de nos clients, là, puis c'est là qu'on a compris vraiment la valeur qu'on a ajoutée, puis la valeur de Yugo Pilot, c'est... On allait le voir, c'est Courchaine-Larose à Montréal...
c'est notre premier client. Puis on dit, mais pourquoi t'aimes ça, YouGoWork? Pourquoi t'achètes ça? Puis à un moment donné, le VP là-bas, il nous regarde, il dit, écoutez les gars, là, moi j'aime YouGoWork parce que je n'entends jamais parler. Ouais, c'est ça disparaît. Alors que les solutions avant créent des problèmes. Ça crée des problèmes. Faut que tu chantes. Si t'as pas mis, mettons, les batteries au plomb, si t'as pas mis de l'eau dedans, ben là, ça plante. Là. Comme c'est planté, le lift est planté. Là, le dealer de lift arrive. Là, il y a du finger pointing entre tout le monde. Ça. Nous, on a dit non. Nous, on internalise tout ça. Là. Puis si, en bon français, on chie ça, là, you got one neck to choke and it's mine. Oh, c'est bon. Ouais. Fait que, c'est comme faut qu'on livre, là. On va prendre une pause produit parce que j'ai le goût de parler de ton rôle chez YouGoWork. Toi, tu as le titre de COO, Chief Operating Officer. Yes. C'est pas le titre dans la suite qui est le plus comme connu ou que l'association mentale est claire pour tout le monde. Fait que explique-moi, mettons, c'est quoi tes responsabilités, tes tâches, pour qu'on puisse démystifier ça un peu. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est premièrement, depuis le début de l'histoire avec Phil, ça avait toujours été clair. Moi, je voulais pas être CEO. Tu sais, quand t'es deux founders dans un salon, okay, qui est CEO? T'es-tu co-CEO? Who cares about a title? Tu vois ce que je veux dire? Puis, Phil, il est vraiment très, très bon en public. Il serait bien meilleur que moi sur ton podcast, je suis sûr. Puis, honnêtement, moi, j'ai énormément de respect pour mes partners. Puis même, je ferais une petite bribe, là, je considère que nous, on a décidé de prendre la voie qu'on voulait profondément changer notre industrie. On voulait pas être une petite entreprise qui reste locale puis qui change le monde au Québec. On veut changer. On veut qu'avant puis après YouGoWork, ça soit différent dans notre industrie. Puis pour faire ça, ça te prend du monde vraiment craqué. Moi, je me sens privilégié. On a fait un choix de devenir cette entreprise-là. Puis je me sens privilégié de pouvoir côtoyer du monde comme Phil, comme Marco, comme Gab, comme tout le monde dans l'équipe. Là, je les nomme parce que c'est founders. Hein. Mais tu sais, puis ça, bref, on fait vraiment, vraiment attention à cette relation-là. Pour revenir au titre, moi, dans le fond, j'ai fait beaucoup de choses au courant de la vie d'un business parce que tu le sais, quand tu pars un startup, ben, à un moment donné, il faut que tu fasses des HR. Puis là, tu regardes les gars, puis là, les gars sont comme là, fuck that, moi je fais pas de HR. Fait que en gros, moi je le ramasse, puis je fais du HR, tu te ramasses à embaucher, faire plein d'affaires, tout ça. Fait que mon rôle a beaucoup évolué au courant des années. Puis d'une manière classique, une personne aux opérations va gérer beaucoup, mettons, tout ce qui est le manufacturing, le supply chain, jusqu'au vente. Ça, moi, je te dirais que dans mon cas, on est chanceux. Aujourd'hui, on a des gens extrêmement solides aux opérations puis au supply. On a les bons joueurs à la bonne place. Fait que mon focus, il est seulement à une seule et unique place depuis 2 ans, c'est aux ventes. OK. Moi, j'ai buildé avec le team, là, avec GF, avec d'autres. On a vraiment buildé toute une couche qu'on appelle le revenue team, là, ceux qui vont chercher finalement le top line. Là. Puis, depuis à peu près 2 ans, je suis hyper concentré à scaler ça aux États-Unis de manière massive. Question naïve, pourquoi c'est pas un ou une CMO ou Chief Sales Officer qui s'occupe de la vente, puis pourquoi c'est le COO? C'est une bonne question. Je pense que, avec Phil, on est deux bons vendeurs. Quand tu lèves beaucoup de capital de risque, à quelque part, tu sais vendre ta business, t'sais. Puis nous, le fait qu'on a la jeunesse, puis tout l'historique, puis le background technique qui vient avec, ben, ça nous permet d'être hyper crédibles devant nos clients. Puis les reps aux States, aussi bons que soit, puis nos reps sont super bons, là, don't get me wrong, là, on a une équipe top, là, mais ils aiment quand même ça, avoir un des founders qui va avec eux, qui continue, qui grind, qui pousse tout ça. T'sais. Ouais, ça met du poids à une négociation. Ça met du poids. Moi, j'aime ça aussi être proche de nos clients. Je veux savoir, là, je veux dire... Mais pourquoi tu as besoin d'être là? Là, encore une fois, c'est probablement mon biais logiciel, SaaS, mais pourquoi tu as besoin d'être là aux States, dans l'entrepôt pour closer le deal? Parce que c'est un business vraiment old school, Tu comprends, là, on vend pas là, des... Tu sais, juste pour donner un ordre de grandeur, là, notre batterie vaut aussi cher que le lift, là. On vend pas un site à J'ai aucune idée, ça veut dire quoi, ça, ami? Un lift, ça vaut 50 000 $. OK, c'est bon. C'est bon. Puis t'en vends plusieurs. Batteries, on en vend des milliers. Là. Mais je sais pas combien le client moyen va en acheter, mettons. Un client, mettons, une flotte moyenne va être à peu près, mettons, un petit client, ça va être une dizaine de lifts, un moyen, ça va être une 50aine, puis un gros, ça va être 100 et plus.
100 lifts qui run, là, ces entrepôts-là sont gros comment, dude? C'est genre des dizaines de terrains de football. Toi, t'aimes ça, Amazon? T'aimes ça acheter des choses sur Amazon? Là? T'aimes ça quand c'est livré chez vous? T'aimes ça quand c'est livré chez vous en 24 ou 36 heures? Ouais, là? c'est Ben oui, t'aimes ça quand il y a de la bouffe sur les étagères. Tu sais, pendant le COVID, à un moment donné, là, les supply chains étaient broken puis il n'y avait plus rien. Là, tu t'en souviens? Là? Bon, ça, c'est tout bougé par des lifts. Là. Fait que ça, là, dans le fond, c'est grâce à toi que je reçois mes choses. Correct. C'est à toi qu'il faut que je dise. En fait, c'est grâce à nos clients. C'est ça, exact. Merci à nos clients. OK. Fait que c'est quoi la dynamique relationnel avec les... C'est qui prend la décision? À qui tu serres la main? Tu fais-tu le tour? Tu fais-tu une démo? Fais-moi... Tu sais, t'arrives là, en avion, là, toi, puis tu vas voir quelqu'un à Atlanta. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, typiquement, ce qui va se passer, là, c'est la première chose... Ben, premièrement, si je me déplace, parce que le deal est quand même avancé à un certain niveau aujourd'hui. Puis ça doit être un bon deal, là, dans la mesure où les plus petits, tes reps doivent pouvoir les closer. 100%, tu sais. Mais, tu sais, encore une fois, la taille de nos clients, juste, tu sais, rappelle-toi, là, la taille de nos clients, c'est les clients majeurs. Tu sais, c'est le plus gros dans l'alimentaire au Canada, c'est les plus gros dans l'alimentaire aux States, c'est les plus gros joueurs dans les pneus, les plus gros joueurs dans l'automobile. Fait que, tu sais, c'est pas des deals que... Tu sais, c'est pas un deal que tu mets ta carte de crédit puis tu fais check-out. C'est des deals qui sont envoyés sur des PO avec de la négociation. Tu sais, il y a quand même une certaine complexité à la vente. Combien de temps en moyenne un deal? Ça peut prendre, je te dirais, entre 3 et 6 mois. Là. Quand même, hein? Ouais. OK. Ouais. Puis, justement, dans le journey, ben, comme il y a beaucoup d'options, puis on s'est quand même fait un bon nom dans notre industrie, mais on n'est pas encore connu partout. Parfois, il faut qu'on fasse des démos. Tu sais, faire une démo de logiciel, là, tu cliques puis tu crées le site. Là. Moi, faire une démo, là, c'est « Ah ouais, let's go, la gang, dans le shop, on bâtit la bonne batterie avec les bons contrepoids si on ne l'a pas en inventaire. » J'espère qu'on avait bien forecasté les contrepoids. Il y a des pièces qu'il faut qu'on donne du forecast 20 semaines d'avance. Fait que, tu sais, nous, on double la business year over year. Là, fait que dans 20 semaines, j'ai pas nécessairement fait mes ventes. Là, quand tu crois vraiment, vraiment vite. Là. Ouais. Puis, c'est un bon challenge. Là. Ça doit être rough sur le cash flow. Hein? Ben, écoute, on est bien. Exact. On est très, très, très bien supporté. Là. Puis, on est d'excellents clients. Vous avez fait combien de séries? On a closé notre série C en octobre dernier. Quand même. Ouais. Quand même. Y a-t-il un communiqué de presse à quelque part? Je pense que ça va sortir. Okay. Je peux pas trop disclose, mais je pense que ça va sortir. Mais tu sais, en gros, puis c'est du capital, pas juste québécois, c'est du capital de partout dans le monde? Non, nous, on a fait un choix stratégique depuis le début. Ça, je pense que c'est une cool histoire aussi. Là. Quand on a levé notre série A, Phil, tu sais, on se demandait, OK, nous, on veut scaler un business manufacturier dans le monde avec un business model, tu sais, tech. Puis là, on se demandait un peu comment faire ça. Puis, tu sais, Phil, tu sais, la différence entre Phil et moi, c'est que Phil, c'est un sprinter, moi, je suis un marathonien. Moi, je suis un grinder insane. Tu sais, j'arrête pas. Là, on va y revenir tantôt. Là, ouais, puis bref, Phil, tu sais, on brainstormait un peu à qui on voulait. Puis on était encore jeunes, tu sais, c'est RIA. Puis là, on se dit, OK, on aimerait ça avoir des partenaires québécois, tu sais, qui sont vraiment hot dans le manufacturing, vraiment hot dans le tech. Puis là, Phil, il a réussi à mettre à la même table à l'Archibald à Sainte-Foy ici, Louis Tétu puis Pierre Marcouillet. Fait que Louis, je pense qu'il est bien connu du monde software. Je n'ai pas besoin de le décrire. Pierre Marcouillet, c'est un peu, si tu veux, un genre de Louis Tétu du manufacturing au Québec. Là, il a monté une compagnie qui s'appelle Camso, qui a été vendue, je pense, à 2 milliards pour Michelin là, il y a quelques années. Là. Puis avant, il y avait Venmore. Fait que, c'est un entrepreneur à succès qui l'a fait plusieurs fois. Puis, tu sais, les gars, on les aimait. On était autour de la table, tout ça. Puis là... bref, on cherchait, je vais dire, on cherchait 200$. Il y était deux, on leur a dit 100$, 100$. Puis là, les gars sont partis à l'arrêt. Ils ont dit non, on va lever une vraie ronde. Fait que, bref, on est allé voir du capital au début québécois. Pour nous, c'était important pour que justement, ça fructifie pour tout le monde. Là. Puis, on est allé les voir au lieu de dire hey, on aimerait raiser de l'argent. On est plus arrivé en disant hey, voici 2 anges investisseurs qui sont vraiment des top guns, mettons, au Québec, voire mondialement. Là. Qui veulent investir avec nous, est-ce que vous venez, genre, justement, avec votre vertu d'investisseur, venir mettre de l'argent? Ça reste quand même du VC money, là. C'est pas... Il faut livrer à chaque quart puis à chaque mois, là, fait que... Il y a une pression? Oui. Sinon, je serais pas là. Trouves-tu ça tough, cette pression? Extrêmement motivant. OK, tu travailles bien avec ça. Oui, mais comme je te dis, on a pris la décision avec Phil, à un moment donné, là, on s'est assis, puis on s'est dit, sur ton lit de mort, puis sur mon lit de mort, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change profondément notre industrie? Est-ce qu'on gagne notre industrie ou est-ce que on fait un business au Québec, tout ça, on a du fun, puis c'est le fun, puis on a pris la décision ce jour-là, puis on stick to it. Là. Fait que moi, cette pression-là, je l'adore. OK.
C'est hot, man. Puis on aimerait en se gagner. Ouais, c'est parfait. Comment tu t'entoures? Tu as mentionné certaines personnes, là. As-tu des mentors? Comment tu fais pour rester sharp à ce niveau-là? Ben, premièrement, comme je t'ai dit, on est quand même humble, fait que je dirais pas nécessairement que je suis sharp. Là, je pense que j'essaie plus de laisser mes actions parler. Là. Mais oui, je m'entoure beaucoup, j'écoute beaucoup. Mon ami Louis Tremblay qui a monté Flow, là, aujourd'hui, je pense que ça doit être les premiers au Canada dans ce qu'ils font, là, voire peut-être au monde. Fait qu'on se parle tout le temps de manière régulière. On a un conseil d'administration qui est vraiment très, très solide. OK. Fait que, sur notre board, on a mis des gens extrêmement ferrés. Puis ça aussi, c'est des gens de ressources pour nous. Puis sinon, c'est sûr que d'avoir accès à des Louis, puis l'écosystème de Louis, des Pierre, l'écosystème de Pierre, ça nous amène beaucoup, beaucoup de connaissances. Nos VC sont des VC canadiens. Donc, aussi, ils ont des réseaux incroyables. Puis ils nous mettent en accès. Puis nous, comme je te dis, on demande. Là. On n'a pas peur de demander de l'aide qu'on a besoin, parce qu'on va aller vite. Quand tu vas aller vite, tu n'as pas beaucoup de temps pour improviser. Il faut quand même t'aller rapidement des réponses. Fait que quand quelqu'un a déjà walk the walk, ça l'aide à faire moins d'erreurs. Ouais. Tu as comme mentionné un peu certains traits de personnalité, que genre tu dealais bien avec la pression, que tu étais un marathonien. Une question que j'aime ça poser au monde, c'est qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi, mettons? Ouais. Je pense que c'est le fait que je suis vraiment un grinder. Là. OK. Mettons, pourquoi c'est tough? Parce que j'en parlais avec Phil justement un peu en préparation. Là, qui me disait, dude, man, on était à l'université, au Star Café, puis genre, ça faisait 4 heures qu'on faisait des devoirs sur les transformers en Z, genre à l'université, tout ça. Puis que là, moi, j'étais là, Ram, on arrête, on va prendre une bière. Tu me regardes, tu disais, non, on en fait un autre, on n'a pas fini, tu sais. Okay. Puis là, il était là, je te supplie, on va aller prendre une bière. Genre. Puis là, on allait prendre une bière, mais plus tard, tu sais. Okay. Tu sais, aujourd'hui, mettons que je fais un review avec un rep, là, je suis pareil, là. OK, c'est bon. Comme là, il fait comment? On a checké toutes mes deals. Je dis, non, on n'a pas checké ces deals-là. Là. Ah, mais eux autres, je les avais pas préparés. Ah ouais? OK, comment ça? Puis là, on drill. Mais c'est pas désagréable. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être gossant. Je pense que ça peut être gossant. Mais demandant, je pense. C'est demandant. Mais moi, je suis très demandant envers moi-même. Ouais. Très demandant envers moi-même. Je suis très exigeant envers moi-même. Ma femme, parfois, elle trouve aussi que je suis très exigeant envers elle. Je sais pas si c'est vrai. Mais bon, ça, c'est un autre topic. D'ailleurs, j'ai une super partenaire, une chance qu'elle est là. Merci, Adrane, je t'aime. Puis c'est ça. Fait que pour certaines personnes, cette passion-là, ce grind-là, si eux sont pas capables de facilement se mapper à ça, c'est tough. Ça crée une pression pour eux, mettons. Exactement. Mais tu sais, nous, dans notre culture d'entreprise, on a une culture... je sais pas si tu as déjà vu le clip de Steve Jobs, là, où est-ce qu'il parle de faire du rock tumbling. Là. Mais en gros, il dit, si tu mets des roches... Il dit quand tu mets des roches qui sont toutes pas polies, puis t'es fait tourner, puis ils se frappent entre elles. Mais après ça, quand tu reviens le lendemain matin, les roches sont là, puis sont polies, sont plus belles. Okay. Nous, à l'interne, on a une culture de rock tumbling, c'est comme ça qu'on l'appelle. OK, fait que la friction fait partie de la... Ouais, puis c'est très, 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 très positif. Là. C'est une friction qui est constructive, c'est jamais personnel. On va jamais dans le personnel personne, comme je te dis. Dans vos embauches, ça, vous en parlez, mettons. Mettons qu'on va le tester. OK. On va le tester. On va le tester parce que, tu sais, nous, notre mentalité, puis spécialement au niveau de l'innovation, c'est du fail fast. C'est genre, on va tout faire pour tuer un projet. Là. Quand on commence un projet, là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de le tuer tout le temps. Très scientifique comme esprit, genre. Tu sais, puis après ça, on amène aussi tout le value client. Là, mais une fois que le value client, il a bien été compris, puis on le ramène à l'interne, si tu veux, puis on veut le builder. Là. Puis même, les demandes clients, on les prend pas, on les écoute, là, évidemment. On écoute, on est super humble là-dessus, mais si un client me dit qu'il veut une batterie bleue, c'est peut-être pas ça qu'il veut. Là, fait que, ouais, je comprends. Fait que, cette culture-là, mettons, de rock tumbling avec le grinding, je trouve que ça fit bien. Puis moi, ça fait que je m'entoure de gens aussi, je pense, qui sont craqués. Jeff Marchand, là, que tu connais au marketing, là, il a gagné dans sa tranche d'âge la première position au défi entreprise. OK. Sa blonde a gagné la première pour les femmes. C'est de la course. C'est de la course, 10 km. Il a gagné la première position. Fait que, c'est du monde de même qui sont chez YouGoWork. C'est du monde qui aime gagner. Fait que, ça vient avec une culture quand même assez, je te dirais, craquée. Ouais. C'est intéressant, ça. Puis c'est qui les gens avec qui tu travailles le plus? Mettons, les gens qui travaillent pour toi dans ton équipe. C'est qui sont proches de toi, mettons? Ouais. First, moi, j'aime dire que
on travaille tous pour nos clients. Là. Fait que, je constate, je sais, c'est peut-être quétaine, mais je constate que personne ne travaille pour moi. Je constate qu'on travaille tous pour nos clients puis pour nos actionnaires, nos investisseurs pour bien le Québec. Formulé, surtout pour les employés. Ouais, ben, exact. Mais je le crois profondément. Puis on a du stock option, puis on a tout pour valoriser. Ouais, big time. Là. Nice. Ouais, le succès de YouGoWork, c'est le succès de beaucoup de gens, là, dont des Québécois, mais aussi, nous, on veut créer de la richesse. Là. C'est à ça qu'on croit. Là. Ouais, c'est hot. Bref. C'est qui travaille le plus avec toi? Ben moi, je travaille énormément avec Phil. Je suis très, très proche CEO, CFO. CEO, on est super proche. Je suis très, très proche du marketing. Je suis hyper proche de l'équipe des ventes. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment proche. Les reps, on a un directeur des ventes, mais nos reps qui sont là depuis longtemps, les problèmes qu'ils ont à résoudre, souvent, c'est des problèmes relativement complexes. Ouais. Puis moi, je travaille avec eux main dans la main. Là, fait que... Y a-t-il des SaaS que vous utilisez à l'interne qui sont helpful, mettons, pour les ventes? Je pense. Ben, nous, on utilise HubSpot. Ouais. Au niveau du CRM, là, ça va super bien. Beaucoup de monde dans le manufacturier qui sont juste dans Suite HubSpot depuis longtemps. Ouais, ben tu sais, pour nous, c'est positif. Écoute, on est parti d'un fichier Excel. Là, ça, fait que c'est sûr que là, le gap et l'adoption, c'était assez facile. Après ça, ben, au niveau du tech, c'est sûr qu'on doit utiliser plein de SaaS en arrière, mais je le sais pas. Là. Pas trop. Puis ton pricing model, comment tu fais pour l'établir? Es-tu méga dynamique? C'est-tu une histoire d'économie d'échelle de genre si t'en achètes 100 batteries, ça coûte moins cher la batterie? Ouais. Le fait qu'il y ait du software de qualité on top, ça fait-tu que tu peux aller chercher un premium? Ben, quand on vend en modèle Energy as a Service, c'est un pure subscription. Fait que pour nos clients, c'est un OPEX. La batterie ne lui appartient pas. Là. C'est la batterie de YouGoWork qui loue. Puis même à là, le terme location, on ne l'aime pas, on dit qu'il souscrit. Fait qu'il subscribe à une mensualité qui lui donne droit à un certain pool d'énergie. L'analogie que je donne tout le temps à nos clients, c'est imagine, tu as 10 selles, là, ben, sur chacun de tes selles, tu as 6 gigs par mois, mais nous, on va te faire un pool de 60 gigs. Puis là, mettons que toi, ben, tu es à côté sur TikTok, puis tu dépasses, tu en prends 8, puis que l'autre, il en prend 4 de moins, ben, on va pas genre venir te extra-biller. On va te pouler ça, puis on va te flatter ça. Fait que oui, tu as une économie d'échelle. Oui, il y a un pricing qui est plus bas, surtout qu'on réduit tes flottes. Fait que tout ça, c'est pensé, mais c'est pas tant dynamique, je te dirais. Là, on essaie de garder ça vraiment, vraiment simple. Mais c'est pas... En tout cas, là, c'est une assumption que je vais faire, mais dans le domaine 3PL ou dans l'industrie de tes clients, j'ai l'impression que avoir une subscription, fait qu'un paiement récurrent à quelque chose de plus physique et non logiciel, c'est comme un peu nouveau. Ouais, 100%. Fait que c'est-tu tough de les convaincre que genre ça vaut la peine, Energy as a Service, que tu vas payer genre au mois ou à l'année? Ben, tu sais, nous, on n'est pas contre la vertu. Là. Fait que un client qui veut nous acheter une batterie puis qui subscribe après à YouGoPilot on top pour une mensualité beaucoup plus petite, on le prend, là. Si le client il dit écoute, moi je suis Walmart puis genre mon cost of capital est solo, là, j'ai plein de cash, là, genre tu vas pas me subscribe, c'est correct, on va y vendre des batteries, on a cette option-là. Fait que YouGoPilot, il y a tout le temps un SaaS fee dessus? Sauf le YouGoPilot qui est gratuit, mettons, qui ne te donne pas la grande majorité des avantages. Finalement, ton YouGoPilot gratuit... un freemium qui vient... Il y a un freemium, le software qui vient sur la machine. Exact. Là, écoute, ça se peut que dans 1 an ou 2 ans, je vais me réécouter puis je vais faire, ben voyons pourquoi j'ai dit ça. Là. Mais en date d'aujourd'hui, c'est ça. Je pense pas que les décideurs de la plus grosse industrie de l'Amérique du Nord en voiture écoutent le pod encore. Écoute, ça me dérange pas. S'ils l'écoutent et qu'ils nous achètent plein de batteries, on va s'arranger. OK. Fait je trouve ça... c'est quoi le endgame, tu sais, dans le fond? Puis là, je sais pas si je vais trop à l'avance, mais là, ça fait 10 ans que tu builds ça. Ta dernière série, c'est une série C. Ouais. T'es pas loin de 100 personnes. Ouais. T'as des clients partout dans le monde. Tu prends des avions pour aller closer des gros deals. Ça s'en va où? Genre dans 5 ans, dans 10 ans? Ça continue. Ça arrête pas. Mais non, nous, notre marché grossit. Puis nous, tu sais, premièrement, il n'y a pas de exit strategy ou de endgame. Là. Nous, on fait juste amener de la valeur à nos clients tout le temps. Là. Parce que moi, je crois profondément que derrière les business, c'est des humains. Si tu embauches les meilleurs humains dans ta niche, tu vas faire le meilleur produit au monde dans ta niche. Si tu as le meilleur produit au monde dans ta niche, tu es concentré, tu n'es pas distrait à faire 40 000 affaires, tu es focus, tu vas avoir les meilleurs clients au monde. Si tu as ça, là, ben, ça va refinancer tout ça. Fait que c'est un cercle vertueux qui tourne. T'sais. Puis bref, fait que nous, on a encore bien du market à conquérir, là, big time. Là, puis nous, on est là pour être les numéro 1. Là. Dans le fond, en tech, tu as toujours un gagnant. Là. Ben, nous, c'est là qu'on s'en va. OK.
C'est qui le gagnant? Je dirais qu'il n'y en a pas. Ouais, je dirais que dans mon space, il n'y en a pas. Il y a plein de petites initiatives, puis tu as 2 vieux mononcles qui sont là depuis toujours, qui sont milliardaires, puis que là, ils voient genre les jeunes adultes, parce qu'on n'est plus des enfants ni des ados, on est rendu des jeunes adultes qui courent fucking vite, là. Puis on s'en va manger leur lunch, là. C'est ça qui se passe, là. Ça se passe, right? Fait que, ton énergie de compétiteur brille là, quand tu dis des trucs quand même, j'aime ça. C'est hot, man. C'est hot, t'es craqué, puis ça se sent aussi. C'est pas juste des paroles, comme, tu vois? Ben c'est ça notre culture, tu sais. Ouais. Je pense qu'on parle un peu de la culture. Je savais pas que c'était autant, tu sais, comme driven que ça. Ben en fait, je la connaissais pas, la culture, avant de te rencontrer. Tu sais, dans le fond, moi, je pense profondément que si t'achètes une table de baby-foot puis genre une machine à bière, t'as pas une culture, là. Ouais, je comprends. Puis quand t'es VC funded, là, ben, ça vient avec des clauses des fois qui sont bien moins le fun pour les fondateurs. Là. Fait que t'es comme là, puis tu vois les clauses fondateurs, t'es comme là, cool, les clauses pour moi, t'es lié, t'es comme là, ouais, ok, finalement. Je suis putain sûr, tu sais. Mais je comprends pourquoi ils font ça. Parce que dans le fond, des compagnies qui sont founder-led, en grossissant vraiment rapidement, t'as pas idée, là, tu sais, comment, tu sais, le nombre de monde qui sont, tu sais, l'image là, un peu du leader qui est en avant puis qui pousse, là, c'est niaiseux, là, mais c'est vrai. Là, le monde, il croit dans la mission. Puis, comme on fait un produit hardware puis qu'on s'en va, on aime ça gagner puis on gagne quand même souvent. Là, qu'on fait des démos, on gagne très, très, très souvent. Là, fait que les gens aiment ça gagner. Puis les gens aiment ça gagner en amenant de la valeur à nos vendeurs. Quand tu vois dans les yeux de nos clients qu'on a libéré un pain, là, ils sont comme là, avant c'était ça, puis là c'est ça. Là, c'est comme... C'est vraiment satisfaisant. Là. Le win, il est là aussi. Le win, il est là. Puis toute l'équipe est craquée. Là, moi, j'adore dire là, sur notre ligne de prod là, au Star Wars Day, là, ben, il y a Mel qui est là, puis elle met un casque de Star Wars avec son Ratchet, genre, puis elle est en train de monter une batterie. Je trouve ça insane. Là, tu sais ce que je veux dire? C'est pas ça. C'est très cool. C'est pas juste l'ingénieur logiciel qui veut juste travailler de nuit. Là. Ouais, je comprends. C'est une belle image. C'est une drôle d'image. Comment... Est-ce que c'est genre la game de... L'acquisition de clients se fait principalement par la machine de vente que tu continues d'entretenir? Ouais. Genre, soit des références clients existants ou si tu bangs inbound, faites-vous beaucoup de outbound aussi? Genre, on cogne à les portes, on appelle, comment ça marche? On fait juste de outbound tout le temps où est-ce qu'on est bon. Email, calls, tout. Okay. Ouais. C'est bon. Ouais, on fait du outbound, puis finalement, quand on a quelqu'un qui veut nous parler, finalement, ben là, on va arriver, puis vraiment rapidement, on va être capable de se différencier. OK. Moi, matin, c'était à Québec, mais j'étais un client avant de venir ici. Là, okay. Je vais le voir parce que c'était à Québec, c'était à côté, mais le gars, il a flyé du West Coast, puis il était à Québec dans une de leurs business, puis c'est une grosse compagnie, corporation qui font de la bouffe, puis nous, quand tu es dans un entrepôt, tu fais de la bouffe, tu bouges du congelé, whatever, on est super bon là-dedans, c'est notre niche. Là. Ouais. Mais tu sais, le boulanger qui bouge 2 heures par jour son lift, tu sais, je veux dire, je l'aime beaucoup. Là, il souffre moins. Il souffre pas. Il souffre pas, fait qu'il va pas payer le premium pour notre produit. Tu sais, ça vaut pas la peine, puis c'est bien correct. Là. Ouais. On est vraiment, vraiment concentré où est-ce qu'on est bon, puis où est-ce qu'on gagne. Tu as mentionné plus tôt, Rami, que vous aviez pas ou presque pas de churn. C'est-tu juste de par la nature difficile à changer d'une flotte de batterie que vous n'avez pas de churn? Ouais, je pense que c'est 2 choses. La première, là, c'est quand notre client il dit, là, moi, ce que j'aime de YouGoWork, là, c'est que je n'entends pas parler. Ce qu'il dit, là, en réalité, c'est que le produit est ultra simple. Fait que, toute la complexité d'ingénierie, on l'a simplifié au maximum pour le client, mais il y a aussi un service qui vient avec. Ouais. Fait que nous, comme au cloud en temps réel, nos batteries, encore une fois, n'oublie pas, là, la batterie, c'est le cœur du lift, c'est le fuel. Ouais. Si lui est down, le lift est down. Okay. Puis, nous, on monitor à peu près 200 points de mesure à la seconde sur toute notre flotte. C'est que tu es critique là, dans les apps, là, tu peux pas... Nos clients qui nous choisissent, là, c'est des clients que c'est mission critical. Dans le fond, c'est ça. Puis, ils aiment le fait que notre mathématicien de données, là, ben lui, il analyse des données, des millions de données, là, puis qu'il regarde, quand je vois un petit pattern qui dévie comme ça, ben, il y a un fan à aller blower. Puis là, ben, nous, on partner avec des partenaires de services partout en Amérique du Nord qui, eux, peuvent agir en fonction. Exact. Puis on va même, comme nos clients sont tellement gros, souvent, ils ont ils ont du monde qui font de la maintenance 24/7 dans l'usine. Fait que nous, on a développé un modèle de scaler le service sans nous avoir à scaler. Fait que dans le fond, ça fait que tu as des partners un peu. Oui. Des réseaux de partners en fonction des géographies. Oui, exactement. Ouais, c'est local. Juste manager ça doit être de quoi aussi?
Oui, mais ça se fait super bien parce que le produit est fiable puis le produit nous parle, tu sais. Ouais. Fait que comme le produit nous parle... Fait que là, dans le fond, tu sais, mettons, je prends... CJ, il est dans l'usine là, à Phoenix. Là. Mais CJ, il connaît déjà Smith là, dans l'usine. Là. Ouais. Fait que là, moi, ça me donne quoi là, d'internaliser un partenaire de service pour aller souffler un fan quand finalement CJ peut le faire, quand il s'occupe déjà des livres dans l'usine, puis que j'ai juste à lui dire CJ, blow le fan. Puis il n'y a rien qui rend un tech de forklift plus heureux que d'effectuer une action qui rend service à son client. Ouais. Fait que là, il le fait sur la batterie, mais à la fin de la journée, la batterie le lift. T'sais. Parce que lui, c'est comme s'il envoie des bons calls, des bonnes opportunités. Exactement. Mais tu as mentionné quelque chose, Mission Critical, qui joue un peu sur le fait que le churn est probablement nul ou genre pas loin de zéro. Ouais. En même temps, le downside, I guess, d'avoir des Mission Critical produits, c'est que quand ça pète, la business est dans la merde. Fait que toi... Au niveau support, service à la clientèle, genre, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Comment ça marche? C'est une très bonne question. Premièrement, on a nos algorithmes qui checkent sur le cloud puis qui gèrent l'étiquette en ordre de criticité. C'est bon, criticité. C'est un gros mot, ça. Je sais pas si ça existe, mais bref. On a trop de criticité. Du plus critique au moins critique. Genre. Exact. Okay. Fait que t'as cet algo-là qui... Fait que, tu sais, nous, mettons, là, tu sais, essentiellement, là, ta batterie, là, l'enjeu, c'est de la charger. Okay? Fait que, mettons que pour une raison X, Y, Z, il y avait eu un super haut voltage dans l'usine, puis que là, rien n'avait protégé de ça, puis ça faisait péter nos chargeurs. Mettons. Ben là, on sait que ce client-là, tu sais, le niveau de criticité de cette étiquette-là va être extrêmement élevé. Puis nous, on a des genres de hub 3PL en Amérique du Nord, où c'est qu'on a des pièces qu'on est capable de shipper extra rapidement s'ils ne sont pas déjà localisés chez nos clients. C'est tellement énorme comme opération, votre truc. Ça me fait capoter. Pour des batteries. C'était étourdissant, man. Pour moi. Là, des fois, je me dis, j'aurais dû faire un software que tu peux cliquer add seat. Mais c'est malade. Mais c'est ce qui fait qu'on a peu de churn. Parce que de un, on donne un service. Notre produit est extra safe. On donne un service impeccable. Puis, en plus de ça, le produit est supporté par les gens locaux. Fait que, vous avez un mode aussi, c'est-à-dire c'est pas facile, innover là-dedans, ensuite commercialiser ça, puis se trapper le software. Tu sais, vous êtes comme... C'est tough rentrer, mais ça coûte cher rentrer pour toi, mais une fois que t'es rentré, t'es mission. Tu sais, dans la ligne, mettons que il y a un cash crunch, là, puis le monde, les intérêts augmentent, puis là t'as le directeur des finances d'un entrepôt quelconque, de plusieurs entrepôts qui est comme, OK, ben là, il faut que je coupe à quelque part, puis qui check, you go work. Oui, il y a un prix, mettons, X, mais il se dit, ouais, mais man, si j'enlève ça, c'est genre telle autre affaire va jumper. Puis genre, exact, le coût de... Fait que c'est pas le line item qui se fait popper. Puis le produit physique est tellement simple et tellement aimé des opérateurs. Là. Je me souviens, un de nos premiers clients dans la bière au Québec, là, quand on est arrivé, quand on est arrivé avec notre produit, il disait, tu sais, puis c'est un lift Toyota, puis nous, on a des super bonnes relations avec le manufacturier de forklift Toyota, là, à ne pas confondre avec l'usine manufacturière qui fabrique les chars de Toyota qui prennent nos produits. C'est la même famille, mais c'est comme des cousins, tu sais. OK, intéressant. On a des super bonnes relations avec eux, par exemple, puis avec plein de manufacturiers, by the way, là. Mais quand on a déployé chez ce client-là, les opérateurs disaient « Amène-moi le lift Tesla ». Parce que nous, on utilise un connecteur de recharge universel de véhicules électriques. Ça vient de notre backbone DNA on aimait les véhicules électriques à l'université. Ouais. Moi, mon industrie n'est pas setée de même. Là. L'industrie, il faut que tu matches ton chariot avec un chargeur parce que le chariot, il y a différents voltages. Fait que tu peux pas mettre le 36 avec le 48 puis le 48 avec le 24. Puis comme tu as besoin de plusieurs sortes de lifts différentes, des petits, des gros, des moyens, ben, ils ont chacun leur voltage. Fait que là, les opérateurs, les caristes, les autres, dans la vie, ce qu'ils aiment, c'est sortir des palettes. C'est pas genre matcher des lifts avec des chargeurs, tu sais. Quand you go work, t'arrives, puis tu prends la plug, puis t'as crisse dedans, puis ça marche tout le temps. Ça charge tout le temps, puis quand ça charge pas, on te le dit. Ouais, exact. C'est simple. C'est juste... C'est simple. Tu sais, nous, on appelle ça « Sustainability should be simple », tu sais. La façon qu'on le dit, c'est, encore une fois, je sais que t'aimes beaucoup le beurre de pinot. Tu sais, ton pot de beurre de pinot, là, quand il faut que tu le laves pour le mettre au recyclage, là, ben ça, c'est pas simple. Ça, tout le monde haït ça. Fait qu'il y a bien du monde qui le met au vidange. Ouais. Ben nous, on pense que ça, c'est pas correct. On pense que genre, ça devrait être simple tout le temps pour tout le monde. Fait qu'on simplifie l'expérience de notre industrie. Fait que là, comme le produit physique, il est ultra aimé des opérations, puis en plus de ça, qui est mission critical, ben il est tough à faire churner, tu sais. Absolument.
C'est tough à rentrer aussi. Exact. Non, mais c'est vraiment... Tu as parlé de sustainability aussi. Ce qui me fait penser qu'il y a une question que je voulais poser, c'est la vague verte un peu là, de éco-responsabilité, investissement dans le développement durable, tous ces trucs-là. Ça a-tu toujours été pas mal un vent d'eau pour vous qui vous a poussé? Vous raidez ça dans votre marketing? Ben, tu sais, je te dirais que, mettons, tu sais, localement au Québec, comme le Québec... En fait, je sais même pas si tes batteries sont bonnes pour l'environnement ou pas, là, tu comprends? Ben, écoute... Versus l'autre option. Ouais, tu sais, ça, c'est une discussion qui pourrait être très longue. Non, mais on la fera pas. Ouais, mais tu sais, nous, dans notre design, comme je te disais au début, on design autour du feu, là, mais on design aussi autour du recyclage. Fait qu'on a des partnerships avec des compagnies, une à Montréal, qui s'appelle Lithium, qui, eux, sont des spécialistes. C'est vraiment de la haute tech, là, le recyclage du lithium. Là. Puis au Canada, on s'illustre très, très bien là-dedans. Là. Il y a 2 compagnies qui sont vraiment hot. Puis nous, on a fait affaire avec Lithium, qui est une compagnie québécoise. Puis, eux, ils recyclent toutes nos générations de produits. Donc, quand on fait des prototypes, on les envoie pour s'assurer qu'ils sont capables de les recycler pour, justement, continuer la chaîne. Là. Comment ils font du cash, eux autres? Ben, tu leur demanderas. eux, comment ils font du cash, c'est que finalement, ils prennent les terres rares, les matériaux critiques, puis ils les revendent. Ils l'amènent à un certain niveau de pureté. D'extraction. Ben oui, mais c'est ça l'idée, c'est qu'après ça, eux autres sont capables de le renvoyer aux manufacturiers de cellules. Qui vont refaire des cellules avec au lieu d'aller réextraire de la terre, tu sais. Malade. Fait que, tu sais, puis pour répondre à ta question de Green Wave, là, bon, ben, au niveau Québec, tu sais, je sais pas si les gens le savent, là, mais tu sais, en général, au Québec, on est très, très bon en véhicules électriques, là. Tu sais, on a beaucoup, tu sais, entendu parler des startups, tu sais, mais l'éducation au Québec est très avancée. C'est une des raisons pour qu'on veut réinjecter, nous, comme société, comme business, on a des VC québécois parce qu'on veut justement faire fructifier ça. Là. On veut prendre le cash ailleurs puis payer les hôpitaux puis les écoles, tout ça. Bon, fait qu'on a vraiment une bonne éducation à ce niveau-là, au niveau de l'ingénierie. Ensuite de ça, au niveau de nos clients, je te dirais que depuis à peu près 3 ans, notre vision de l'écosystème énergétique s'intègre vraiment en symbiose avec la vision de nos clients, spécialement avec tous les chars électriques qui commencent à rentrer, puis la demande énergétique qui est de plus en plus grande. Il y a ce qu'on appelle sur le réseau, quelque chose qu'on veut faire qui s'appelle de l'écrêtage de pointe de puissance, là, donc du peak shaving en bon français. Là. Fait qu'en gros, là, quand tout le monde consomme de l'électricité, là, ben, là, tu as une pointe. Puis là, ben, si tu es capable de maintenir ta pointe ou bien de la réduire avec de l'efficacité énergétique ou bien avec Hugo Pilot, mettons, dans notre cas, ben ça, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé par les compagnies au niveau, mettons, Green Wave. Mais en plus de ça, ils sont payés. Fait que, tu sais, Hugo Pilot, là, mettons, on travaille avec un 3PL dans un congélateur. Lui, il nous a dit, les gars, c'est simple, 80% de mon énergie, c'est mes congélateurs et mes frigos, puis 20%, c'est mon material handling. Puis dans le material handling, le 20%, ben, c'est des batteries. Fait que dans le fond, moi, quand le utility aux States m'appelle puis il me dit « ne consomme pas », la façon en ce moment qu'il éteint puis qu'il allume ses frigos, c'est qu'il appelle les shops puis il dit genre « ferme le frigo ». Et là, lui, il a bien compris qu'avec Hugo Pilot, il va pouvoir cliquer sur un bouton, si on est en train de le développer avec lui, qui va dire genre « shave peak ». Là, selon l'énergie qui reste dans la batterie puis l'opération qu'on sait qu'il fait parce que c'est des patterns répétitifs puis on apprend, on va être capable de dire pas de trouble, on éteint les chargeurs au 1/3 de celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là, on l'éteint au complet. Celui-là, pas le choix, il faut la charger, il faut le pin, sinon tu vas manquer d'énergie. Celui-là, on l'éteint. Fait que là, lui, il réduit ses points de puissance, puis à la fin du mois, il reçoit un chèque par le utility. Fait que parce que l'utility, il a comme libéré son réseau, puis lui, il veut t'incentivize à pas jammer son réseau. Exact. Chris, ou bien t'incentivize parce qu'il n'a pas eu à acheter de l'électricité à l'État d'à côté. Ben, pour son réseau, tu sais, à très, très haut coût. C'est bon. Fait que ça, c'est Hugo Pilot. Tu vois, ça, là, tu sais, c'est la matérialisation de la... C'est la consécration matérielle du logiciel puis du physique dans l'énergie. C'est ça qu'on fait chez Hugo Work. C'est insane, dude. C'est très hot. Y a-t-il des erreurs que tu as faites que tu veux partager, si tu es à l'aise, une ou deux? 100%. Là. Ben, premièrement, nous, à l'interne, comme je te dis, on a une culture de rock tumbling, puis on a une culture de failure. Là. On aime fail fast, mais on fail. Puis, tu sais, c'est un peu cliché, mais on dit, tu sais, first attempt in learning. C'est ça que ça veut dire, fail. First attempt in learning. Tu sais, c'est que tu le fais pas. Fois que je l'entends. Ben, tu sais, mais c'est ça. Bon. Si tu n'essayes pas, tu le sais pas, tu sais. Puis, tu sais, Dieu sait que dans un datasheet de cellules, c'est pas écrit qu'est-ce qui arrive quand tu mets un clou dedans, là. C'est ça que t'as fait? Ben, notamment, c'est une technique pour tester le feu. Tu nails une cellule. Fait que tu mets un clou dedans puis tu regardes qu'est-ce qui arrive.
Jesus Christ. Ah, non, c'est... OK. Ah, c'est vraiment, vraiment hot, là. Mais bref, fait que, tu sais, puis on dit tout le temps à l'interne, nous, les seules personnes qui font pas d'erreurs, c'est ceux qui font rien. Chez YouGork, on fait des choses. Fait que si tu veux pas faire d'erreurs, viens pas travailler avec nous, là. Fait que ça veut dire que vous avez une culture de tolérance d'erreur, mais qui est comme accompagnée par une culture de genre, ouais, mais quand tu fails, tu apprends puis tu refais pas de même. Exactement. Genre. Moi, je dis tout le temps, genre, si tu fais une fois l'erreur, c'est correct. Si tu as fait 3 fois, t'es Je sais pas si on l'entend quand tu l'as murmuré. C'est bon. En fait, tu sais, fais-la pas 3 fois, là, tu sais. C'est correct de la faire une fois, puis t'apprends, tu sais. C'est comme ça, on innove, là. Tu sais, nous, dans notre space, on pousse au-delà. Tu sais, notre compétition, là, ils nous regardent, là, puis ils sont comme là, comment on va faire pour les rattraper, tu sais. On va vite, là. Parce que j'ai souvent entendu, on a des bons ingénieurs, surtout côté électrique, tu sais, au Québec, puis on dirait que là, j'ai comme un exemple méga concret de tout ça, tu sais, via votre compagnie. Puis attendre de rencontrer notre R&D, ils sont bien meilleurs que moi, là. Je pense pas que je vais pouvoir suivre les discussions. Mais tu sais, au niveau des erreurs que j'ai faites, je sais, encore une fois, c'est cliché, mais moi, je le crois profondément. Là, la business est bâtie sur des humains. Une mauvaise embauche, c'est la pire erreur que tu peux faire. OK, c'est pas la pire, mais une mauvaise embauche, c'est une erreur qui est très, très, très coûteuse parce que, pour plusieurs raisons. Un, ça brise ta culture. 2, ça te fait perdre un temps incroyable. Fait que l'erreur, là, c'est finalement de ne pas avoir remercié, de ne pas avoir sorti une pomme pourrite assez rapidement. Des fois, c'est tough. L'avoir fait rentrer, first erreur, pas l'avoir fait sortir assez vite, deuxième erreur. Guillaume Simard, là, il est venu sur le pod. Là, le jour où toi et moi on enregistre ça, il est sorti le pod. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a marqué, puis on en avait reparlé. C'était un faux positif, ça coûte vraiment plus cher qu'un faux négatif. C'est ça ou c'est l'inverse? En gros, je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais tu sais. Ouais, c'est ça. Ne pas engager une personne qui aurait été bonne, ça coûte vraiment moins cher qu'engager une personne que tu pensais qu'elle était bonne, mais finalement, elle n'est pas bonne. Puis tu sais, nous-mêmes, à un moment donné, à l'interne, on a embauché quelqu'un sur notre ligne. Tu sais, il faut que tu comprennes, on a une ligne de production. Là. Puis on a simplifié la ligne de production au maximum parce que nous, on veut que les gens qui n'ont aucune éducation puissent venir chez YouGork et on les forme à assembler des batteries. Très cool, je savais pas ça. Ouais. Puis, tu sais, bref, fait que, tu sais, on a simplifié le processus au maximum d'ingénierie pour que ça soit ultra safe, puis ça soit super simple, puis tu puisses pas vraiment injecter d'erreurs dans la fabrication, tu sais. Got it. Puis, on avait embauché une personne sur la ligne, puis après une journée, tout le monde est venu voir littéralement les founders, là, puis les HR, puis on disait, hey, ça marche pas, là, guys, on peut pas avoir cette personne-là. Puis là, tu sais, nos HR est venus, ils sont excusés en 4 d'excuses. On est désolé. Puis là, on a dit, hey, guys, c'est un énorme succès, là. Ouais, on l'a détecté un jour. Ouais, bravo, là. Tu sais, c'est correct, là. On va en refaire des erreurs, là. Tu sais, on avance, là. Tu sais, moi, je regarde dans le futur, je regarde pas en arrière, là. Clairement. Non, tu sais. En arrière, il y a un arbre en plastique. Ouais, il est beau. On s'en va. Green. Exact. On s'en va vers notre closing. Rami, un petit peu plus philosophique ou pas, là, mais y a-tu quelque chose sur quoi tu as changé d'idée dans les 5 dernières années? Ouais, 100%. Il y en a plusieurs, mais... Top of mind, mettons? Top of mind, là, c'est... Ça revient encore aux humains, là. C'est... Je pensais que tu pouvais changer quelqu'un. OK. Puis j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de changer des personnes. Puis aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses que tu peux pas changer, tu sais. Puis tu sais, tous les trucs clichés, là, tu sais, les 7 submits, là, de, je pense, Salesforce ou whatever, tu sais, qui dit finalement, tu sais, t'as les soft skills puis les hard skills, puis les hard skills, ça s'apprend. Ben, c'est tout vrai. C'est tout vrai. C'est la première fois que j'entends ça, 7 submits. Je pense que tu regarderas. En gros, tu sais, il explique un peu comment est-ce qu'ils ont bâti ça, là. Ça fait longtemps que j'ai écouté ça, fait que je m'excuse, c'est pas le bon titre. Là, mais stress, en gros, tu sais, le take-home, c'est les soft skills, ça s'apprend pas, puis les hard skills. Ou du moins, c'est méga plus tough de l'apprendre, mais genre, je sais pas, man. J'ai interviewé tellement de monde, moi, en plus, d'autres, que genre, c'est pas tout le monde qui a même soft skills, là, tu sais. Puis genre, avoir une conversation, c'en est un skill, mettons. Ouais. Puis, je sais pas. J'essaie de voir mes soft skills s'ils ont changé ou s'ils sont améliorés. J'ai l'impression que est-ce que je suis nul, mettons, en soft skills, ou émotivement, ça s'est pas amélioré, ça s'est juste pas empiré, puis je suis quand même capable de le caper, mais je suis pas devenu bon dans les affaires que j'étais pas bon. Mais c'est correct, tu sais, l'important, c'est que tu t'entoures du monde qui sont bons là-dedans. Ouais. That's it. C'est ça l'entrepreneuriat, là, finalement. Là. Moi, je faisais du génie mécanique. Là. Marco, c'est le meilleur ingénieur mécanique que je connais. Là.
sorry pour les autres, là, mais that's it, là, tu sais. Fait que je vais pas essayer de faire ce qu'il fait, là. Phil, c'est le meilleur CEO que je connais dans mon space. Je vais pas essayer de faire ce qu'il fait, là. Tu sais, je t'ai dit, on est privilégié d'avoir ce team-là, puis on fait vraiment attention de le préserver. Fait que mon erreur, c'est de pas avoir tassé une personne qui était finalement malsaine pour l'équipe. Puis là, ben ça se parle. OK, pourquoi on accepte ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Fait que c'est vraiment c'est vraiment néfaste. Mais c'est ça, puis ça revient à la question de sur quoi tu as changé d'idée, c'est que tu as fait cette erreur-là parce que tu pensais que tu pouvais changer, mettons, 100%, une bonne partie de quelqu'un. Parce que tu apprécies des choses de la personne, tu sais. Souvent, qui sont des hard skills. Ouais. Exact. Ça, je l'ai entendu là, souvent à huis clos. Là, dans notre milieu, ça va être genre un 10x, mais toxic dev, mettons. Exact. Fait que c'est genre, ouais, c'est vraiment cool la qualité du code puis la vélocité à laquelle il ship, mais genre, tout le monde a le goût genre de crisser en bas de la vitre quand il travaille avec cette personne-là, tu sais. C'est exactement ça. L'autre chose, je te dirais, mettons le deuxième qui me vient, là, puis je pense que c'est quand même dans le pod. J'espère que il y a des tripeux qui vont écouter des rêveurs. Ça se fait là, partir avec rien puis builder une compagnie hardware. Là. Ça se fait. Là, puis moi, je croyais profondément que finalement que comment je dirais ça, que la commercialisation d'un produit, c'était relativement simple quand tu avais vraiment un bon produit. Ouais, que ça se vendait de ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je sais que la commercialisation, c'est tough, mais c'est super trippant, puis c'est le fun, ça. Mais fait que au début, je me souviens, dans nos premiers clients, on avait changé un truc technologique. Là. Là, on était vraiment, vraiment stressés de le dire aux clients là, parce qu'on se sentait mal à l'aise. Puis on était OK, on a enlevé ce morceau de robot-là dans la batterie. Tout ça. Puis t'es comme là, les gars, je m'en crée ça, c'est une bâton, puis elle marche. Next. Ça, c'était ton billet d'ingénieur. Exact, à l'époque. Fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup appris là-dessus. Puis nous, on veut fondamentalement. Tout le monde chez HugoWorks veut commercialiser. Là, si on voulait juste faire de la tech puis de la recherche, on serait à l'uni. Exact. Nous, ce qu'on veut, c'est pousser ça dans le marché, changer notre marché, là, gagner, pogner les meilleurs clients puis continuer à innover. Là. Quand tu pognes les meilleurs clients, ben, ça refuel ton R&D. Là. C'est malade, là, tu continues toujours à innover. Puis c'est welcome to capitalisme. Écoute, Rami, as-tu des shameless plugs, des jobs que t'embauches-tu, des affaires que tu veux, des nouvelles que tu veux partager, peu importe? Ben écoute, moi, je sais que ça peut paraître un peu prétentieux. Puis comme je te disais, je suis humble. Je sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Pour moi, c'est clair. Mais selon moi, la pénurie de main-d'œuvre a toujours été là. Fait que c'est pas parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui que ça veut dire que tu peux embaucher n'importe qui. Donc, ce que j'essaie de dire, là, c'est que nous, on cherche toujours les meilleurs talents. OK. Puis, pénurie de main-d'œuvre ou pas de pénurie de main-d'œuvre, nous, on chasse toujours les meilleurs talents, puis on est toujours à la recherche des meilleurs talents parce qu'on cherche des eager beavers, on cherche du monde qui sont vraiment talentueux dans ce qu'ils font, puis on cherche du monde qui fit notre culture. T'sais. Fait que oui, on cherche tout le temps du monde. Oui, il y a un site où est-ce qu'on a des job posts et tout, mais mon shameless plug, ça serait, on fait un doc et buck. Ouais, explique. En gros, dans notre shop, on a un dock sur lesquels on ship nos batteries. Quand on les fabrique, puis après ça, on les ship. Ben là, on va justement fournir des bucks pour prendre de la bière ou un autre breuvage si les personnes ne boivent pas d'alcool. Puis les accueillir pour justement voir un peu qu'est-ce qu'on fait, filer un peu c'est quoi la culture. On a un barbecue, on va faire un peu de bouffe. Fait qu'il va y avoir ce genre de meet-up-là chez HugoWorks. Exact. On ne sait pas exactement quand, mais je pourrais le mettre dans le show notes, peut-être. Exactement, c'est ça. Puis il va y avoir un lien pour pouvoir s'inscrire. OK. Fait que si le monde veut aller te rencontrer, te poser des questions sur ce qu'ils viennent d'entendre, ou juste découvrir un peu c'est quoi ce mariage-là entre le hardware et le software qui vit chez HugoWorks, ils vont pouvoir cliquer sur ce lien-là puis genre aller hang out avec vous autres. 100%, puis avec toi aussi parce que tu vas être là. Ouais, c'est bon. All right. Hey, merci mon gars, c'était vraiment le fun. Yes, sir. Ça te